Bienvenue dans La Voix du Peuple, le podcast qui met en lumière des parcours inspirants, souvent invisibles, mais pourtant puissants. Aujourd'hui, je reçois un invité particulier, hors du commun, un homme issu de la banlieue, de ce qu'on appelle un enfant de l'immigration, qui a réussi à poursuivre de longues études et à voyager à travers le monde grâce à elle. À travers cet échange, on va parler d'ambition, de doute, de détermination et de ce que veut dire de tracer sa route quand rien ne semble écrit d'avance. Donc salut à toi Essam. Salut Rachid, merci pour l'invitation. Écoute, c'est avec un grand plaisir qu'on te reçoit. Déjà la première question, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Ouais. Alors, Aïssam Sigoul, donc moi je suis auteur, essayiste, donc là j'ai écrit un livre que tu as sur la table, je sais pas si Oui, autopromo. on va en parler. La dictature du loyer, se libérer de l'esclavage moderne. Et voilà, en parallèle à ça, j'ai une chaîne qui s'appelle Aïssam le professeur, donc sur TikTok et Insta. Et ça vient d'où? Parce que de base, j'ai enseigné pendant plusieurs années dans l'enseignement supérieur, business school, université publique. Et en parallèle à ça, je suis entrepreneur. C'est parfait. On va essayer de tracer un petit peu toute ton expérience. Déjà, on va parler de ton enfance, où tu as grandi, et ton petit parcours un peu scolaire. Mhm. Alors, moi, je suis de la cité Pablo Picasso, à Nanterre, de base. Donc, c'est là-bas que... Bon, je suis pas né, je suis né à Saint-Cloud, parce que D'accord. voilà, mes parents aimaient bien l'hôpital. Je suis né à Saint-Cloud, mais j'ai grandi à Nanterre, Pablo Picasso. J'y ai fait toute mon enfance, collège. Et c'est au lycée que voilà, j'ai quitté, j'ai quitté les Pablo pour aller à Suresnes, voilà, parce que tout simplement, le lycée était meilleur. Et c'est vrai, à l'époque, on avait un truc, c'était prendre une option rare Mhm. pour avoir un meilleur lycée de secteur. Et D'accord. voilà, mes parents, ils l'ont fait. Et j'ai été accepté. Voilà. Ce choix-là, c'était tes parents qui ont vu la vision sur ce choix-là? Prendre une spécialité pour pouvoir partir? Ou bien c'était plutôt toi qui étais en mode En vrai, je me c'est plutôt casse? moi. Ouais, d'accord. Voilà, les parents, ils ont accompagné, mais c'est quand même moi. En gros, si tu veux, moi, ce qui m'avait à l'époque donné l'envie de faire ça, c'est très simple. Le taux de réussite au bac au niveau national, il était de 80% à peu près en moyenne. Et le taux de réussite dans mon lycée de secteur, il était inférieur à 40%. D'accord. Voilà, je me suis dit, si je vais dans ce lycée-là, j'aurai pas le bac. En gros, c'est très simple. Je me D'accord. suis dit, mes chances d'avoir le bac là, ça va être trop dur. Et voilà, et puis j'ai vu juste à côté, en plus c'était plus proche de chez moi, vu que j'étais à la limite, c'est Pablo, je sais pas si tu connais, Oui, c'est à la limite de Puteaux, quoi, oui, tu oui, vois, voilà. oui, Donc oui. Puteaux sur Rennes, en vrai, c'est plus Exactement. proche. Et voilà, je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'aller là-bas, ça sera mieux. Donc voilà, j'ai pris cette option rare, j'ai été pris direct. Et voilà, quoi, j'ai Mais il y a continué. bien quelque chose tu t'es dit, ouais, c'est là-bas que ça va se passer. Pour moi, c'est pas ici. C'est vraiment ce taux de réussite au bac ou c'est une ambiance générale, des profs, Hmm. on va pas dire à la ramasse, mais Ouais. plutôt à un niveau pas top Ouais. top. Ah, c'est une très bonne question. Bah, je vais reprendre. Alors, et là, tu vas. Ouais, je veux que Je tu pense que pousses un beaucoup petit vont peu. se reconnaître dans le parcours. Alors, collège, j'ai fait le collège Évariste Gallois. Nanterre, c'est le collège des Pablo. En termes de collège, c'est vraiment le cliché du collège de ZEP. Mais tu vois, quand t'arrives en sixième, on te dit tel prof, elle a pleuré, tel prof, elle a fait une dépression. Voilà, tu sais, tous les clichés, ils ont cassé ça, ils ont... Donc c'est vraiment le... Voilà, mais quand t'es petit, tu trouves ça trop bien. Ouais, c'est Tu cool. vois, tu sais C'est pas que... c'est un terrain d'aventure. Voilà, toi, tu vois que le jeu, tu vois les bons côtés, mais tu te rends pas compte qu'en fait, t'es en train de plonger dans un chemin qui est pas bon en vrai, tu vois. Exactement. Donc voilà, mais malgré tout, moi, si tu veux, pendant mes années de scolarité au collège, j'étais très bon, tu vois. Comme je l'avais dit dans une vidéo, il y a des gens qui obtiennent les choses par le travail, l'effort et tout. Il y en a qui ont des facilités par c'est la grâce de Dieu, tu vois. Bon, Ouais, moi sans j'avais des réviser, sans... voilà, c'est ça. J'étais pas du tout bosseur. Mais j'avais des facilités quoi. Genre j'écoutais en classe et ça y est. Si C'était j'écoute, enregistré. Ouais. voilà, c'était enregistré, tu vois. Et les devoirs, quand je les faisais, je les faisais devant les séries. Tu sais, à l'époque, Ouais. Charmed, Buffy contre les vampires. Vous vous souvenez, bon, on est des anciens maintenant, mais et voilà. Ouais, et puis, mais malgré tout, ça passait. Et si tu veux, la dinguerie, c'est que comme beaucoup, j'ai rencontré une conseillère d'orientation. Ouais. Tu vois. Pourquoi c'est moi j'ai demandé parce qu'à l'époque je regardais une série qui s'appelle Malcolm. Malcolm, vous connaissez Bien tous, sûr, hein, tout le monde a regardé. elle tourne encore. Hein. C'est ça. Et en fait Malcolm dans un épisode, lui il savait pas quoi faire et il va voir une conseillère d'orientation et en fait elle lui dit qu'il peut un peu tout faire, tu vois. Et il se voit genre habillé en pompier, il se voit comme ça, il se voit dans plein de métiers.
Et moi, je me suis dit, mais c'est trop bien, mais moi, je vais aller voir la conseillère d'orientation. Tu sais, je me suis dit, je croyais que c'était comme dans Malcolm, moi. Ouais. Je me suis dit, elle va me montrer tous les trucs possibles et tout. Pff, erreur totale. Erreur fatale. Je suis allé la voir. Et en fait, c'était totalement autre chose. Elle a vu mes bulletins, tout ça. Félicitations, j'avais tout le temps des bonnes notes. Donc, normalement, Ouais. elle m'ouvre des perspectives. Et frère, elle m'a parlé que des voies professionnelles. D'accord. Que ça, tu vois. Il D'accord. n'y a pas de souci. Moi, je respecte les voies pro. Mais à l'époque, moi, je voulais aller en général, tu vois. Mais même en étant le premier de la classe, elle veut me mettre en pro, Mhm. tu vois. Donc, avec du recul de matin, je me dis, mais purée, c'est chaud quand même, tu vois. Et pour te dire, hein, je lui avais même parlé, j'avais un cousin, sa mère, elle l'avait mis dans un truc à Neuilly, tu vois. Pareil, avec un truc d'hébergement, parce Ouais. qu'elle avait vu que les lycées étaient meilleurs, elle s'est dit, On vas-y. a modifié la carte, on va dire. Voilà. Et moi, en fait, quand je le voyais, ça avait l'air trop bien, je me suis dit, vas-y, je vais aller là-bas au lycée aussi. J'en ai parlé à la conseillère d'orientation. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais vous savez, ça risque d'être un peu compliqué. Je lui ai dit, non, non, C'est faisable. ben, c'est pas compliqué, c'est quoi qui est compliqué? Moi, pour moi, je comprenais pas. Elle Ouais. m'a dit, non, mais en termes d'adaptation sociale, vous savez, il y a des grandes différences culturelles, sociales. Et moi, à l'époque, je comprenais pas tout ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Je me suis dit, mais moi, mon cousin, il est là-bas. Moi, je vais là-bas, ça va être bien, tu vois. Et en fait, j'ai compris plus tard. Aujourd'hui, en y repensant, ce qu'elle voulait dire, c'est t'es un arabe. Ouais. Et Ouais, tu- c'est ça. Voilà, Ça tu vas pas passe. t'adapter avec les blancs riches, t'es un arabe, reste avec les arabes pauvres et tu vas pas t'adapter. En gros, c'est ça qu'elle voulait dire. Mais à l'époque, je comprenais pas. Quoi. De conseillère professionnelle, enfin d'insertion, on peut dire, d'avenir, c'est plutôt quelqu'un qui a tué des rêves. Mais à fond, à fond. Je pense que, Ouais. bon, toi, tu as réussi à passer entre les mailles. Heureusement que je l'ai pas écouté. Exactement. Ouais. Mais combien ont écouté leur conseillère d'orientation et se sont retrouvés dans des voies, dans des impasses? Bah oui, mais c'est. Ouais, C'est vraiment dommage. Bah justement, à quel moment dans cette zone-là, là, tu t'es dit, faut que j'aille loin dans les études? Mm. C'est pour moi. Ouais, ouais, bah moi, honnêtement, moi j'aimais bien en fait. Mm. Tu vois, c'est-à-dire moi les cours, je trouve, moi j'aimais bien. Ah bon, après il y avait des cours où j'aimais pas. J'ai compris après que c'est à cause du prof. En fait, en vrai, parce que je suis devenu prof, ça on pourra en parler si tu veux après. Ouais. J'ai capté l'arnaque en fait après. Mais si tu veux à l'époque, par exemple les cours d'histoire, mais moi c'était trop bien. Moi j'étais là en mode, tu vois, genre je voulais découvrir l'histoire, je posais plein de questions. Pareil pour tous les cours, la géographie, les maths aussi. Les maths c'est plus technique ça, mais même j'étais intéressé, tu vois. Donc j'aimais bien, tu vois. Après moi dans ma tête, faut dire la vérité, on avait un peu une idéalisation. Moi, dans ma famille à l'époque, je crois que je devais être le premier à avoir le bac. Tu vois, Ouais. personne n'avait le bac à l'époque, alors que le bac, aujourd'hui, ça paraît un truc normal. Non. À l'époque, dans ma famille, personne n'avait le bac. Donc, pour nous, on voyait les gens dans les études, puis les gens en costume, dans les entreprises, c'était quelque chose. Tu vois, donc voilà, il y avait une attirance vers ça, quoi, tu vois. D'accord. Donc, après le bac, ton parcours? Bah, après le bac, j'ai intégré une école, donc l'EMLV, donc Paul Léonard de Vinci, pour ceux qui Oui. connaissent, c'est à La Défense. J'ai fait tout le parcours là-bas, j'ai obtenu le diplôme, et après je suis rentré à l'ESSEC, donc j'ai fait un double diplôme ESSEC Télécom Paris-Tech. Voilà, là, pour le coup, si tu veux, j'ai fait ce qu'on appelle les admissions parallèles pour les grandes écoles, quoi. Grandes écoles, ESSEC, c'était le top des business schools, quoi, et Télécom, top des écoles d'ingénieurs. Voilà, double diplôme. Il y avait une spécialisation, une option, quelque chose? Ouais, la spécialisation, c'était management et système d'information. D'accord. Voilà, en gros, à l'époque, si tu veux, pour faire simple, à l'époque, c'était pas comme maintenant. C'était très segmenté. Tu avais les profils business, économie, tout ça. Voilà, et tu avais les profils techniques, informatique et tout le reste du technique. Sauf qu'on est arrivé à un point où ça s'est croisé. On s'est dit, maintenant, tu peux plus être juste ça ou juste ça. Donc, fallait développer ce qu'on appelait la double compétence. D'accord. Et là, il y a plein de programmes qui se sont lancés. Bah, justement, le mien, ou Télécom, Paris-Tech, pure école d'ingénieur. Et c'est ils ont fusionné pour faire un programme double compétence. D'accord. Très bonne école, Excellente. très bonne expérience. Ouais. En vrai, je vais même te dire, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est pas les cours. C'est l'expérience, justement. C'est-à-dire la rencontre des profs. Ouais. Moi, par exemple, à l'ESSEC, j'avais un prof, c'était le PDG d'IBM Afrique. Et après, il était devenu PDG de KPMG Europe, tu vois. Mhm. Que des profs comme ça. Et ce mec-là, quand c'est ton prof, tu le tutoies et tout. Donc quand tu vas en entreprise, t'es pas impressionné.
par les managers, parce que tu as connu justement des très hauts profils, tu vois. Et c'est là, en fait, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est ce qu'ils nous racontaient comme expérience, comme exemple et tout. C'est passionnant. Et voilà, en fait, c'est l'humain. Les cours, en vrai... Donc, à la différence des profs que tu as croisés au collège-lycée, qui enseignaient, on va dire, en pleine dépression, Ouais, c'est ça, c'est ça. et des profs qui sont là et qui ont réussi. Parce que souvent, on dit que les profs n'ont pas réussi dans la vie professionnelle et ils se sont reconvertis dans l'enseignement. En vrai, il y a les deux. En vrai, Ouais. voilà. Moi, je vais te dire, franchement... Je dis pas que c'est une réalité pour ma part. Ouais, voilà. J'ai Il y a croisé des très bons top profs. C'est ça, c'est Voilà. ça, c'est ça. Mais Moi, il y en là... a, En vrai, il y a les deux. J'ai connu les deux, mais je pense c'est le contexte. Franchement, regarde, imagine, t'es prof, t'as beau être le plus motivé du monde, t'as beau être le meilleur du monde, quand t'arrives dans un contexte qui ne t'aide pas, au bout d'un moment, c'est bon, ta motivation elle baisse et tout, et puis à la fin tu fais plus que tes heures. Donc le problème n'est C'est- pas humain, on va dire c'est l'institution, Ouais, c'est c'est l'organisation. l'institution. Ah, complètement. Aucune stratégie. Moi, j'ai enseigné pendant ma carrière, j'ai postulé vers un moment, je bossais en entreprise, et j'ai vu un reportage sur l'éducation nationale qui recrute. C'est un peu comme ça aussi que je suis devenu prof. J'ai postulé, je me suis dit, vas-y, je tente. J'ai été pris direct, prof d'économie, économie-gestion. J'ai été pris, et là, ils m'ont envoyé, frère, en lycée pro, mais pas les pires lycées pro, pour remplacer des profs qui étaient partis en dépression. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et dans les sections que personne voulait prendre. Voilà, en gros, si tu veux, tu Donc, t'es cumules. le remplaçant du T'es le bouche-trou dernière. du blessé. Ouais, voilà. Et comme j'étais remplaçant, du coup, et on m'a mis, et là, j'ai vu un autre monde. Hein. Ouais. J'ai vu un monde, et je te dis la vérité. Hein. Par exemple, j'ai été prof en CAP Vente. Tu vois? CAP Vente, c'est une formation qui dure 2 ans. Tu sais pour être quel métier? Pour être soit caissier, Vendeur. soit travailler dans un rayon de supermarché. C'est même pas vendeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc surdiplômé pour des postes 2 ans. basiques. Bah oui, et en fait, la réalité, c'est que c'est un diplôme vide. Il n'y a rien dedans. Tu vois, il y a du blabla. Et même les élèves, ils s'ennuyaient, puisque c'était nul. Et même moi, en tant que prof, j'étais gêné. Même moi, j'étais d'accord avec eux. Le Tu vois ce que je veux dire? n'était pas inspirant. Il était nul, ouais, il était pas inspirant. Du coup, je me retrouvais à moi leur rajouter des trucs, genre concours entrepreneuriat, genre je leur mettais des trucs juste pour... Tu vois, genre je leur donnais les cours, mais en parallèle à ça, j'essayais de faire vivre le truc, tu vois. Donc pour revenir aux études, donc juste après ça, après ce double cursus. Ouais. Donc après ça, moi, je suis rentré dans... Et là, voilà, mon premier taf dans c'est ce monde des bureaux. Je l'appelle monde des bureaux, hein, parce que Open voilà... space. Ouais, voilà, les open space et tout. Ouais. Mais à l'époque, nous, c'était quelque chose pour nous. Aujourd'hui, on en rigole, tu vois. Mais à l'époque, travailler dans les tours de la Défense, c'était quelque chose. Et voilà, j'ai intégré un cabinet de consulting, un des plus gros à l'époque. Et voilà, et là, je commence. Pour moi, j'étais dans Suits. Tu vois la série, là, Suits, avec les costumes et tout, genre les cabinets d'avocats américaines. Dans ma tête, j'étais... Et j'ai commencé. Donc, et première mission, ils m'ont mis consultant. Franchement, trop bien, mais honnêtement, c'est là où en travaillant dans ce monde-là, j'ai découvert encore une fois, je vais pas dire un autre mot, mais l'arnaque, quoi, de ce monde-là. En fait, j'ai compris que t'es une petite main, en fait. C'est juste que t'es en costume, mais t'es un ouvrier en costume. Tu vois? Tu l'as compris assez vite ou Ah, je l'ai t'as mis un peu de temps? Je l'ai compris au bout d'un an, à peu près. Tu vois? Au bout d'un an. Un an. Ouais, donc D'accord. assez vite quand même. Ouais, c'est Tu vois? très vite. Les gens, ils mettent 10 ans. Ouais, en fait... À s'aimer sur le miroir, tu sais, l'image qu'on renvoie. Oui, exactement. Moi, en C'est un ça. an, ça y est, j'ai capté le... Je me suis dit, ah, ok, non, c'est bon. Là, il y a un truc qui cloche, tu vois. C'est pas ce que je m'imaginais. Et aussi, le truc, c'est que... Je te cache pas, hein, les salaires, les conditions. Je sortais tôt le matin, il faisait nuit. Je rentrais tard le soir, il faisait nuit. Tu vois? Et quand je rentrais, j'étais KO. Je dormais. Tu vois, c'est-à-dire, j'avais plus de vie, en fait. Genre, et je me suis dit, mais attends, tout ça pour ça? Et là, j'ai commencé à compter mes heures. Je me suis dit, mais attends, mon temps de vie, je leur donne. Et j'ai comparé au salaire qu'ils me donnaient. Bon, à l'époque, c'était salaire sortie d'école, c'était 2200 €, 2300. Je me suis dit, mais tout ça, Divisé par le nombre d'heures par semaine. tout ça pour ça. Ouais. Tu vois, et c'est ça, cadre. Parce que cadre, c'est une arnaque aussi. Cadre, c'est tu comptes pas tes heures. Ouais, tu c'est vois un statut un peu. Voilà, c'est au moins le gars aux 35 heures. Au-dessus, c'est heures sup, c'est carré. Ouais. Là, tu comptes pas tes heures. Donc, au début, tu te dis, tant mieux. Je sortirai plus tôt, je ferai mieux. Mais en fait, la réalité, c'est que non, ils te chargent tellement de travail que c'est jamais assez, en fait, le temps que t'as. Tu vois?
et tu bosses, hein, tu charbonnes. D'accord. Mais à la différence, il y a certains cadres qui font rien, qui brassent du vent. Après, peut-être, ouais, dans des entreprises publiques, peut-être. Ouais. Mais nous, ah non, nous, Non, moi, non, ça... moi, le principe, je t'explique un peu là où je bossais, c'est un cabinet de conseil ESN. Le principe, c'est que leur fonds de commerce, c'est les humains. En gros, ils ont des consultants et ils placent des consultants, ils sous-traitent des missions pour des entreprises, en informatique, etc. Donc en fait, le consultant, tant qu'il est placé et qu'il bosse, bah, il est rentable. Tant qu'il bosse pas, il est pas rentable, tu vois. Donc leur but, c'est de te faire charbonner le plus possible. Tu vois un peu ce que je veux dire? En gros, ils te donnent un salaire fixe, genre 2000, 3000, allez, même 5000 euros. Mais derrière, bah, le but, c'est de t'exploiter le plus pour que bah, ils gagnent beaucoup plus et que ça soit rentable. D'accord. Et durant cette courte expérience, qu'est-ce que tu en as retenu du monde du travail dans ce domaine-là? Franchement, j'ai appris beaucoup de choses, hein. J'ai appris déjà que c'était beaucoup un monde d'apparence, D'accord. tu vois, où je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était pas tellement les compétences qui faisaient la différence, mais surtout l'humain. Voilà. En gros, si tu te Compétences faisais. sociales, ouais. Ouais, tu te fais aimer des bonnes personnes, c'est bon. Tu vois? Si t'as le. Et c'est technique, hein, c'est subtil, parce que si t'es trop bon, bah tu vas être une menace pour ton N+1. Il va se dire, D'accord. oulala, lui. Il va me, Ouais, voilà, il va me lui, faire de l'ombre. il va me faire de l'ombre. Donc il va commencer à te mettre des bâtons dans les roues, ouais, à te mettre dans ce qu'on appelait le placard. Tu vois, le principe même du placard, c'est-à-dire on te met dans case, pour toi tout va bien, Ouais. mais plus personne te calcule, etc. Donc déjà, ouais, l'humain, j'ai compris que c'était voilà, surtout ça. De deux, bah, c'est là où... Allez, est-ce qu'on peut encore parler de ça? À l'époque, moi, tu sais, tout le délire de racisme, tout ça, pour moi, ça n'existait pas. Tu vois, je voulais tellement pas tomber dans la victimisation Ouais. que je me suis dit, voilà, ça n'existe pas, quoi. Tu vois, tu te donnes les moyens. Effectivement, en fait, tu te donnes les moyens, tu vas arriver quelque part. Mais la réalité, en fait, c'est que tu seras toujours un arabe. Tu vois? Donc, même avec les gens bien de gauche, en fait, tu es un arabe et ils seront, dans leur tête, sont contents de te donner ta chance. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est là le racisme en vrai. Oui, Tu vois? c'est de l'humanitaire à Exa- un échelon discriminant. Exactement, c'est ça. Et franchement, c'est le pire. Je te jure, hein, dans ma vie, j'ai parlé avec des vrais fachos. C'est du racisme ou c'est un rapport de force Bah, c'est les deux en entre fait. cultures? Ah ouais. Bah, en vrai, l'origine, c'est le rapport de force entre cultures. Le fruit, c'est un racisme paternaliste. D'accord. Ok, Tu ok, vois? ok. C'est-à-dire, on. Genre, Condescendant. ouais, on est content que tu sois parmi nous. Tu vois, voilà, on est très content que tu sois parmi Toi. nous. Toi, voilà, tu vois. Mais on est content, mais tant que t'es le consultant junior ou le stagiaire, ou tu vois, mais voilà. Et d'ailleurs, première expérience que j'ai oubliée avant, c'est j'ai bossé pour le groupe stage de fin d'études. Et ça, c'est super intéressant. C'est un stage, bon, je l'ai pas trouvé par mes contacts, parce que j'avais pas de contact, tu vois. Ouais. T'as commencé Voilà, tout le zéro monde, réseau. zéro réseau. Je voyais les gens à l'école. Ouais, un stage à New York. Ouais, j'ai été pris chez L'Oréal, truc. Papa, maman. Ouais, les tontons, tonton. les tatas, voilà. Tous des stages de fou. Et moi, j'étais là. J'en voyais rien. Et là, je suis allé voir un bureau là-bas. Bureau des relations entreprises. C'est vraiment pour les mecs en Hess. Tu vois, qui ont rien dernière trouvé. chance. Ouais, voilà, le bureau de la dernière chance. On était trois à être allés les voir. Et Bah, trois. moi, un Marocain, un Algérien et un Renoir, un Sénégalais. Une Bon, bonne blague. voilà, la minorité, voilà. La minorité visible. Visible, voilà. On est allé les voir et tout. Et bah, par chance, la dame, elle connaissait une dame et qui cherchait à ce moment-là pile 3 stagiaires. Tu vois, subhanallah. Allez. Voilà. Allez, go. Tu vois, et du coup, on a été pris. Premier stage et tout, nous, waouh. C'est un grand groupe, tu vois. À l'époque, la radio, c'est pas comme maintenant. Il y avait d'autres trucs, tu vois. C'était c'était un vrai groupe. Nous, on était flattés d'y aller. Première radio de France et tout. Et on arrive, tu vois, bon, on fait notre stage. Voilà. Et là, je te dis, hein, j'ai vu aucun arabe, aucun noir. Le seul que j'ai vu, non, j'ai vu une meuf Renoir, c'était la dame de l'accueil. Il y a l'agent de sécurité au parti. Même pas l'agent. Mais c'est pire que ça. C'était qu'il y avait un arabe une fois, c'est le mec qui était venu réparer l'ascenseur. Et ça m'a fait plaisir de le voir. Genre j'ai dit, enfin, j'en vois un. Pendant toute mon expérience de stage, il n'y en avait aucun. Tu vois. Et je me suis dit, tu sais, genre, c'est faux quand même. C'est un truc de fou. On était les seuls. Et on était les seuls. On était des stagiaires. Hein. C'est-à-dire que on allait bosser nos 4-6 mois de stage et après, merci, au revoir. Hein. On n'allait pas rester. Il y a une tu vois. note de fin, Voilà, c'est ça. Et à cette époque-là, c'est que des blancs.
et agent de sécurité et homme de nettoyage. Renoir, à l'époque, on peut le dire maintenant, cherchait un petit coin pour prier, tu vois. Et l'agent de nettoyage, il avait les chips, ouais. Ça devait être un Malien où, tu vois, c'était un papa avec sa chachia. Là, ça dérange pas quand c'est le nettoyage, Exactement. tu vois. Et lui, il avait les chips. Il me dit, ouais, tu peux te mettre là. Il me montrait des petits coins, tu vois. Et à part ça, on était la minorité, tu vois. Mais à l'époque, pour nous, c'était normal. On était déjà content d'être là, tu vois. Et est-ce que tu as eu déjà une expérience vraiment, pas humiliante, mais discriminante à un point où tu t'es dit, ah voilà, quand même, c'est. Ah, une expérience hardcore. Ouais. Franchement, non. 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 Ouais, pas là. Que du subtil. Ouais, que du subtil. Ouais, du subtil, j'en ai eu là pas mal de subtil. Une expérience, on va dire, un peu plus directe, c'était plus tard. C'était c'était dans un taf que j'ai eu plus tard. Je sais pas si on en parle maintenant Non, ou... vas-y, Ouais, voilà. Bah, en gros, après cette expérience-là, j'ai été débauché par un autre cabinet de conseil parce que j'avais une expertise dans un module technique très recherché avec personne. Ils m'ont recruté, on a un peu bossé, mais j'en pouvais plus. Et j'ai arrêté. Et je me suis dit, allez, au bout de, je crois que c'était 1 an et demi ou je sais pas, j'ai arrêté. Je me suis dit, je vais me mettre au chômage. Je sais, j'ai jamais profité de ça. J'ai enchaîné école, taf, j'ai cotisé. Je me suis posé. Et je voulais, à l'époque, c'était la mode. Je voulais partir à l'étranger, en fait. Enfin, non, c'était même pas la mode. C'est juste moi, avec 2-3 potes, on voulait. Et je voulais soit aller au Maroc, soit Moyen-Orient. Voilà. En gros, c'était ça Voilà. Dubaï, le Qatar. Et c'était les débuts. Tu vois, c'était 2013. Pourquoi des pays arabes? Devine. En vrai, il y avait le côté arabe, c'est que ça faisait briller les yeux un peu, tu vois. C'est à l'époque déjà. Et il y avait un reportage, je sais pas si tu te souviens, c'était Capitale ou Zone Interdite, avec un Tounchi, un mec de France. Si, je me rappelle. Voilà, tu te souviens. Et lui, il était parti à Dubaï, au Qatar. Oui, Exactement, voilà. Voilà, ouais. Il y avait deux trucs. Il y avait un gars, mesquine, il postulait partout, il trouvait rien. Et un autre, il est parti au Moyen-Orient. Il a cartonné, tu vois ce que je veux dire. Et t'avais beaucoup de reportages où tu voyais des mecs qui partaient à Dubaï, au Qatar, et du coup, voilà, nous, on était la génération où, voilà, nous aussi, on se disait, vas-y, là, c'est l'Eldorado. Et tu rajoutes pays arabes, musulmans, à l'époque, il y avait tout le délire, tu sais, tu priais en cachette, tu te cachais pour tout, en fait, tu vois. Là-bas, tu peux aller. Et il y avait le côté, honnêtement, tout simplement, opportunité, quoi, tu vois. C'est le côté... la réussite, voilà. La réussite, on se disait, pour nous, là-bas, c'est possible. Donc, bref, voilà. J'ai pris mon chômage et j'ai commencé à postuler à l'étranger, à fond, etc. Et j'ai été pris... j'ai failli être pris au Maroc et j'ai passé toutes les étapes. Ils sont venus, voilà, à l'époque, ils sont venus ici pour recruter, genre, les bons profils de la diaspora marocaine qui font des études et tout. Test de maths, test de 5 étapes d'entretien. J'ai fait toutes les étapes. Je suis arrivé au Maroc pour la dernière étape. Je me suis dit, c'est bon. J'ai été pris, j'ai fait parcours d'une tournée avec des employés. Et là, j'attends qu'on me rappelle, tu vois. J'attends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je suis au Maroc à ce moment-là. Rien. Du coup, je rappelle. Et là, je vois la dame, elle commence à parler chinois, là. RH au Maroc. Mais en fait, on s'est rendu compte que ton profil, en fait, la mission sur laquelle tu devais être mis, elle a déjà été donnée, mais on le savait pas. Mais en fait. Et après, j'ai rien compris, je l'ai hyper mal vécu. Hein. J'en ai parlé à des gars là-bas, ils m'ont dit, ah mais au Maroc ça c'est classique. J'ai dit, comment ça? Ils m'ont dit, c'est simple, tes notes, tes résultats, ils les ont donnés à un autre mec. Incroyable. Tu vois, c'est sale, hein. Incroyable. Ouais, sale, très sale. Mais à l'époque c'était classique en fait, il y a un gars de telle famille truc, et vu que c'est une boîte américaine, il y avait des process, fallait des tests en ligne et tout. Même au Maroc tu t'es fait doubler. Ouais, je me suis fait doubler. Ah, ça m'a fait mal. Je te dis, je l'ai mal vécu. Hein. Et j'ai failli commencer à mal lui parler de ouf. Tu commençais déjà à te projeter. Tu t'es dit, bon, tout était bon, c'est bon. Exactement, pour moi. ouais. J'ai tout fait. Imagine, j'ai fait une session, une journée d'intégration. Donc normalement, ça y est, tu vois. Et voilà. Et en fait, ils ont magouillé, je sais pas quoi. Ouais, c'est un peu le rêve américain tourné à la marocaine. Exactement. Tu étais cadre dans une grosse société étrangère au Maroc. Au Maroc, tu vois, on cumulait quand même pas mal de choses sympas. Avec le statut expat, etc. Exactement, voilà, tu vois. Pas la même paye. Voilà, donc c'était la belle vie, tu vois. Là-bas, c'était vraiment le bon plan. Mais voilà, voilà, une magouille bizarre et tout. Et à la fin, je te cache pas, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, c'est le destin. C'est voilà. J'ai continué de postuler et là, j'ai ciblé le Moyen-Orient, tu vois. Et voilà, et là, j'ai été pris par C'était en quelle année? 2013.
D'accord. Voilà, 2013. Et voilà, et j'ai été pris par un groupe français et ils m'ont envoyé au Moyen-Orient. Et là, business developer, en gros, j'avais une zone de 11 pays. Et c'est moi qui était en charge de développer ça à partir de Dubaï. T'imagines? Ouais. Le rêve, hein, c'était une mission de fou. Genre vraiment, j'avais 25 ans, je crois, à peu près. Tu sais, j'étais très jeune. Et voilà, c'était pour moi le. Pareil, mais attention, c'était dur, hein. Genre, pareil, 5 ou 6 étapes d'entretien. Trop dur. Mais bon, alhamdoulilah, j'ai réussi. Et voilà. Et en fait, si tu veux, juste avant de m'envoyer là-bas, on avait une session à Cannes pour un. Voilà, en gros, il y avait une sorte d'événement où tu avais toutes les grandes marques de cosmétiques là-bas, etc. Et là, pendant cet événement, j'étais avec l'équipe, donc on aidait à placer le stand et tout. Et là, tu as un de mes supérieurs, il me dit. Tu vois, il me dit genre, ouais, est-ce que tu peux. Tu vois, il me demande de servir l'alcool, en gros. Tu vois, genre le chalab, ils avaient des coupes de champagne. Ouais, tu peux servir le champagne, s'il te plaît? Moi, bon, j'essaye d'esquiver discrètement, tu vois. Genre. Je prends le jus de pomme. Ouais, non, mais je dis, ah ouais, non, mais je suis déjà sur un truc, tu vois. Genre, j'étais effectivement sur un truc, tu vois. J'essaie d'esquiver, tu vois. Après, genre, et je vois, il insiste. Tu vois, il insiste. Il me dit, non, est-ce que tu. Il me dit, non, non, mais il y a vraiment besoin là-bas. Je dis, non, mais attends, parce que. Chercher, voilà. J'ai aidé, ouais. Voilà, gêné, mais je le fais subtilement. Et là, il veut pas lâcher l'affaire. Tu vois, il me dit, non, mais attends. Genre, c'est moi le responsable, genre, c'est moi le patron, quoi. Ouais, tu vas faire ça. Je te dis de faire ça, c'est ça qu'il faut faire, tu vois, genre, droit dans les yeux, comme ça. Et là, dans ma tête, j'étais là, purée, qu'est-ce que je fais? Ouais, il y a gros enjeu. Ben oui, tu vois, genre, et là, je te cache pas, en fait, c'est dans ces moments-là où tu vois comment t'es. Et en fait, j'ai compris que mes principes est passé avant tout, en vrai. D'accord. Là, je me suis dit, ça, c'est comme le Superman, là, il est comme ça, après, il ouvre, il y a un maillot en dessous. Ouais. Il y a un maillot du Bayern, ou tu vois. Ouais. Du Raja. Ouais, exactement, du Raja. Et je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit non, je lui ai dit, moi, je peux pas. Genre, comme ça, il m'a dit, mais comment ça? Je lui ai dit, je suis musulman, j'ai pas le droit de porter ça. Ouais. Droit dans les yeux, tu vois. Et après, je vois, tu sais, il fait comme ça. Et là, en fait, il y avait un temps de 1 ou 2 secondes, mais qui paraît long. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis resté comme ça, genre, j'ai tenu le regard, et il a tenu le regard. Après, il me dit, et d'un coup, il me fait, ah bah, fallait le dire. Tu vois, genre, ah bah, désolé, je savais pas, fallait le dire, tu vois. Je lui dis, bah, frère, Ouais. désolé, je savais pas. Arrête, Mais il a raison, d'un côté. franchement. S'il ne savait pas, il n'a pas l'habitude. C'est nouveau pour lui. Ouais, mais regarde. Et même c'est nouveau pour lui qu'un arabe Ne- dise non. C'est surtout ça qui est nouveau. C'est Ouais, pas, ouais. Non, parce que en vrai, Avant regarde. toi, il y en avait qui acceptaient cette mission. Bah, c'est peut-être ça, en vrai. Et qui même se servaient. Ouais, voire même, ouais, bah, peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça, en vrai. Non, parce que moi, regarde, j'ai repensé à ça. Là, ces dernières années, en fait, tu sais que j'ai revu toute ma vie avec tu vois, la lanterne d'aujourd'hui. Rétrospective. Et en fait, je me suis dit un truc. Tu vois, tous les clichés en mode genre, ah, mais vous ne pouvez pas boire d'alcool? Genre, ah, mais pendant le ramadan, vous avez le droit de boire votre salive non plus, vous pouvez pas avaler votre salive, tu sais. Ouais. Alors, attends, je me suis dit, mais attends. Ces mêmes gens-là, ils sont hyper cultivés, ils disent, mais vous savez que dans les peuples des Bantous, ils n'ont pas le droit de faire ça avant l'âge de 16 ans. Ouais. Les gars, ils te connaissent des trucs, t'as la forêt équatoriale ou des Bantous ou de je sais pas quoi. Et les Maghrébins qui sont avec eux depuis 3 ou 4 générations, genre, ils les connaissent pas. Ils veulent pas les connaître, en fait. Et ils veulent investir aussi au Moyen-Orient. Voilà. Mais Il y a en tout fait, qui- pour moi, ils nous connaissent très bien. Mhm. Mais c'est juste que, en gros, ils acceptent pas ce que tu es. Ils veulent t'imposer une vision de manière directe ou indirecte. D'accord. Tu vois, Après, il y a genre. la vision d'être chez soi et de ne pas regarder ça. Et quand tu voyages, tu es plus ouvert à la culture de l'autre. Ah, peut-être, ouais. Parce que tu sais que tu vas revenir chez toi. Toi, tu penses que c'est comme ils sont chez eux. Bien sûr. Ouais, il y a de ça. Mais regarde, franchement, les Français, c'est un peuple cultivé. Tu vois, souvent. Bon, on m'a parlé de trucs, tu vois, genre des peuples Ouais. des aborigènes, alors qu'ils sont jamais allés en Australie, Mhm. mais ils connaissent la culture aborigène, s'il te plaît. Et tu vas me dire que tu connais pas la culture maghrébine, un minimum, ou tu connais pas l'islam. Ouais. Moi, je pense que c'est volontaire qu'ils veulent pas savoir, D'accord, tu vois. Aujourd'hui, c'est ce que je pense, Ouais, tu vois. Je suis d'accord. Enfin bref, ouais, je sais plus comment on en est arrivé là. Oui, comment ça s'est fini justement cette histoire? Et bah figure-toi, Donc Cannes, tu fais ton séminaire. voilà, au final, Ça se ça passe s'est bien. bien passé. Il m'a donné d'autres missions. Il m'a plus jamais demandé de porter du Tu pars champagne. au Moyen-Orient. Et voilà. Et là, il m'envoie à Dubaï. C'était Dubaï, ouais. Voilà. Les Émirats. Ouais, j'étais basé à Dubaï. Et là,
C'est vraiment ouais, le cliché du... allez, comment on va dire? Vis ta best life, quoi. Tu vois. J'ai vraiment vécu ma best life pendant 1 an. J'avais des gros moyens en plus. Hein. J'étais basé, pour ceux qui connaissent, je suis peut-être déjà allé à Dubaï. Oui. Tu vois, la Marina. À Oui. l'époque, c'était le meilleur quartier. Bon, ça a un peu évolué. Mais tu vois, les tours, à chaque fois, on te montre un panorama de Dubaï et t'as quelques tours où c'est les mêmes. Hein. Et t'en as une qui est ronde et pointue en haut. Et voilà, la Princess Tower. D'accord. Bah, j'habitais là-bas, tu vois. J'habitais au 56e étage, vue sur la Palme d'un côté, vue sur la Marina de l'autre. Les buildings avec genre 2 piscines, des salles de sport, des trucs. Je me faisais livrer à la maison, je faisais pas les cours, j'avais une femme de ménage, Ouais, je ouais, faisais ouais, pas le. En gros, vraiment, je suis passé de. ouais. Voilà, De Pablo Picasso. voilà, de Pablo Picasso, À la Marina de Dubaï. voilà, à l'extrême de ce que je pouvais imaginer. Et bon, ça s'est super bien passé. Bon, il y avait des hauts et des bas, comme toute expérience. Et en fait, j'ai vécu un truc pendant cette période, c'est que j'ai reçu plein d'amis. De famille, d'amis, t'imagines, hein, tu vois, de France qui venaient me rendre visite, qui passaient des vacances chez moi. Et vers un moment, on était à la piscine, tu vois, comme ça. Et tu sais, piscine surélevée, vue sur la marina. C'est voilà, le truc, il est magnifique, tu vois. Et là, mon pote qui venait de France, tu vois, qui s'appelle Tariq, vraiment, il dit, mais en vrai, ça, c'est la vie dont on a toujours rêvé. Il me dit ça comme ça. Et moi, quand il dit ça, je me dis, c'est tout. C'est parce que moi, je vivais là depuis un moment et je me rendais plus compte du truc, tu vois. D'accord. Je me dis, c'est tout. Genre, c'est ça. C'est pas un truc de ouf. Non, c'est bien. Ouais. Mais je me suis dit, genre, la finalité de la vie, du rêve, c'est juste ça. Et c'est là que ça m'a ouvert toute une réflexion, en fait. D'accord. Genre, psycho, spirituel, tout ce que tu veux, tu vois. D'accord, oui, Je me suis dit, en fait, le bon. bonheur, c'est pas ça. Ouais. Tu vois, des fois, je rentrais en France, je revoyais mes potes, on se posait sur un banc public où on parlait toute la nuit, c'était un bonheur. Je revoyais mes parents, tu vois, genre des trucs simples. Et je voulais plus rentrer à Dubaï, tu vois, c'était trop bien. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir toute une réflexion sur qu'est-ce qu'est vraiment le bonheur, quoi. Donc c'était pas pour toi cette réussite-là matérielle? Bah au début, oui, mais après, une fois que tu l'as, bah ça m'a permis de vite réaliser que, ok, c'est bien. Mais je te jure, je vivais un profond manque. Mais un manque invisible, tu vois. D'accord. C'est bizarre, hein. Non, c'est très spirituel. Hein. Voilà. Et c'est là où peut-être j'ai commencé à devenir un peu spirituel, parce qu'avant ça, bah, je voyais que la piscine, je voyais que les bons côtés, tu vois. Non, mais beaucoup se posent des questions à 40 ans, 50 ans. Bah, ouais. Dieu m'a fait un accélérateur, Ouais, peut-être. voilà. Ouais. Mais à 25 ans, se dire, ah, c'est peut-être pas ce que je veux faire pendant 30 ans, gérer les millions, les milliards des autres et Ouais. en ayant mon petit confort. Voilà, qu'est-ce que je vais gagner à la fin? C'est ça. Bah, en fait, j'aimais bien, tu vois. C'est pas que, voilà, j'aimais bien. Mais, je me disais, genre, c'est tout. Tu vois, genre, en fait, j'avais pas mon bien-être intérieur. Tu vois, genre, je ressentais. Et comment tu gérais l'ennui là-bas? Parce que j'ai déjà rencontré énormément d'expats. Ouais. Et ils disaient, mais c'est la galère. Ouais. Quand on reçoit pas, quand on n'a pas de la visite de nos familles, amis, on est là, il y a pas d'amis là-bas. Ouais, bah. Ils ont du mal avec les relations humaines Ouais, c'est vrai. parce que tout est kitsch, tout est fake. Ouais. Et c'est vrai. les relations, pour ancrer des relations. Donc ils se retrouvent entre communautés. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous, Mais c'était là ça. aussi, t'as vite fait le tour. Ouais, nous, clairement, en fait, là-bas, c'est très simple. Genre, qualité de vie, tu l'as. C'est-à-dire, moi, souvent, tu rentres, après le taf, t'es fatigué, tu poses ta truc, tu vas direct à la plage, tu vois, genre, tu rentres chez toi après, genre, c'est bien. Nous, en fait, ce qu'on faisait, c'est que, comme tout le monde est étranger là-bas, expatrié, bah, t'avais tes groupes. Au final, je me suis retrouvé avec que des gars de cité, Ouais. là-bas, tu vois, genre des Marocains, des Algériens, des Renois, de France. Ouais. En fait, on a repris notre truc, on l'a Les Pablo. Ouais, voilà, on à l'a Dubaï. reproduit, exactement, ouais, au final. Et voilà, en fait, au final, c'est ton groupe, quoi. Tu vois, En plus, la Marina, on disait que c'était très français. bah oui, ouais, bah, on Tous était les beaucoup Français là-bas. Ouais, tous les Français se retrouvaient. Bah à l'époque, on généralement voulait là-bas. tous habiter à la Marina, tu vois. Ouais. C'était l'endroit où ça se passait, où tu trouvais les Français. Honnêtement, c'était bien, parce qu'on avait notre petit groupe, mais comme tu dis, c'est vrai que c'est pas profond. Ouais. Tu vois, d'un jour à l'autre, le mec, il perd son taf, il est plus là, tu vois. Tu vois, c'est un délire, hein. La crise, tu l'as vécue là-bas?
Laquelle? Parce que tu Il y a parles. eu- et la grosse crise de Dubaï, c'était en quelle année déjà? Ouais, bah, il y a eu la grosse, en fait, c'était les fruits de la crise de 2008, qui a commencé en 2008, 2007-2008 aux États-Unis. Et c'est arrivé à Dubaï vers 2013, tu vois, 2012, voilà, en gros 2010, 2012, 2013. Et moi, je suis arrivé juste après cette crise. Donc, il y avait D'accord. encore les effets de. Tu vois, moi, je suis arrivé Mais ça où remontait un petit peu. Ouais. l'immobilier commençait à remonter. Tu vois, je suis arrivé à ce moment-là. Hardcore, en fait. Moi, on m'a raconté, parce qu'il y a des gens qui l'ont vécu. Exactement. Ils m'ont dit, c'est très simple, en fait. Les gens fuyaient, comme aujourd'hui, ils le fuient. Exactement. Exact. On a tiré les rideaux de Dubaï, genre c'est fin du spectacle. Ouais. Tout le monde rentre chez soi. Et on m'a dit, les gars, t'arrives à l'aéroport, t'avais une tonne de voitures de luxe avec les clés dedans. Avec les clés, ouais. Genre les gens, pour eux, en fait, ils se retrouvaient tous hyper endettés, trucs, ça. Ils arrivaient, ils posaient leur voiture de luxe, ils laissaient les clés, ils partaient. C'était genre aller sans retour. Ouais, sans retour. Et c'était très très dur apparemment. Dubaï, c'est Beaucoup vraiment. sont fait virer, beaucoup sont revenus. Bah, beaucoup sont rentrés en France. Quand t'as Non, dit, c'était la fin du spectacle. Là. exactement. Et tout le monde disait Dubaï ne se relèvera jamais de ça. Genre Dubaï c'est que du fake. Maintenant c'est fini. Ils se sont relevés, tu vois. C'est pour ça que Qu'est-ce moi. que tu dis aujourd'hui? Bah, Justement. très bonne question. Là, je vais faire une Nostradamus, là, une prévision. On a beaucoup de débats avec des potes. Ils me disent Dubaï c'est fini. Voilà. Moi, je vous le dis, Dubaï va se relever. Ouais. Tu vois. Et je pense même que quand la guerre sera finie, non seulement ils reviendront au niveau qu'ils avaient, mais je pense même qu'ils vont le dépasser. Je peux développer si tu veux pour Oui, plein, non, mais voilà, je pour t'en plein de prie. raisons. Ouais, voilà. Ça m'intéresse. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Dubaï, c'est un État qui est géré comme une entreprise. Voilà, l'émir de Dubaï, c'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur, mais qui est trop fort. Genre, c'est du niveau de Steve Jobs, voire mieux. Tu vois? L'émir de Dubaï ou l'émir d'Abu Dhabi? De Dubaï. D'accord. Voilà, genre vraiment celui de Dubaï, tu vois? Il gère Dubaï comme une entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, il a cette volonté de la développer, il a cette volonté de la perfectionner en permanence, et tous les employés, en fait, c'est pas des fonctionnaires, en fait. Les fonctionnaires, c'est des employés, mais qui ont des comptes à rendre, des KPI, c'est comme une boîte, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils sont hyper flexibles. Là-bas, c'est pas comme ici, hein, où n'importe où, il y a un blocage, oui, mais telle loi bloque, on veut faire ça, mais il y a telle loi. L'administration n'est pas pesante, c'est pas un socle, ça peut bouger. Là-bas, en gros, ouais, bah, on veut faire un nouveau truc, ouais, mais il y a telle loi qui bloque. Ok, ben vas-y, on change la loi. Allez, coupe tu la peux. queue, elle repousse, ouais, d'accord. Voilà. Moi, genre, par exemple, il y avait des projets autour des drones, etc., qui n'ont pas pu se développer, par exemple, en France ou dans d'autres pays, parce que la loi la gestion du ciel, elle est très régie et réglementée. Tu peux pas faire ce que tu veux à partir d'un certain Ils niveau. en ont fait un événement là-bas. Dubaï, ah, ben il y a ça, ben on change la loi et c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et ils font ça pour tout. Tu vois, donc déjà, ils arriveront à se relever parce qu'ils seront flexibles, ils vont s'adapter à ce qu'il faut. Ça, c'est le 2. 3, ils ont un mindset justement résilient. Tu vois, ils ont vécu des crises. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, On ils le- se sont relevés Et ils se ont sont plus relevés mieux grandi, qu'avant. Ouais, ils se sont plus armés. Voilà. Il y a une autre crise aussi dans laquelle on parle pas, c'est que moi, à l'époque où j'y étais, donc 2013-2014, ils avaient tout misé sur l'Expo 2020. Tu vois? Ils avaient décroché l'Expo 2020, c'était la grande fête en 2020, Expo internationale, et ça devait être le lancement de Dubaï. Sauf que 2020, qu'est-ce qui arrive? Covid. Tu vois? Et bam, et tous les investissements, des projets qui devaient rapporter, vraiment, tout a été cassé à cause du Covid. Et des chantiers n'ont pas repris. Ben oui, Parce que mais t'imagines, c'est j'y suis horrible. allé juste après, c'était Ils se sont pris un coup immense. Mm. Et les gens, encore une fois, ont dit, bah, Dubaï ne se relèvera pas du Covid. Tu vois? Mhm. Ils se sont relevés. Tu vois ce que je veux dire? En fait, à chaque fois, ils savent se relever des crises. Faut pas oublier que c'est des gens du désert, en fait, dans leur mentalité. De base, Dubaï, il n'y avait rien. Ouais. Tu vois? Et ils en ont fait tout ça. Donc, pour eux, en fait, ils savent c'est quoi partir de rien. Et Mais là tu parles aux anciennes générations. Est-ce que la nouvelle génération de Dubaïotes d'Emirati Ouais. ont ce mindset justement, bah, le gars, ont cette vision? bah, il est toujours là. Tu vois, l'émir, enfin, cette génération, ils sont pas encore partis. Effectivement, les autres, ils ont grandi dans le luxe. Ouais, c'est vrai. Bon, et la célèbre phrase, Ouais, c'était Ibn Khaldoun, je crois. c'est ça. Ouais, voilà, les temps durs font Les créer. hommes forts, ouais. Voilà, et les temps. Attends. Bon, voilà, mais vous la Oui. connaissez, les temps faibles, et ainsi de suite. Ouais, ouais, c'est vrai que cette nouvelle future génération, on verra. Mais celle qui est encore là, franchement, ils font l'affaire. Et dernier point, c'est que Dubaï a bâti un tel capital de visibilité dans le monde. Le carrefour, ouais. Ouais, en fait, ils sont trop forts parce que, si tu veux, genre par exemple, un pote à moi,
C'était des Marocains, une famille, ils sont allés à San Francisco. Et ils disaient à tout le monde qu'ils étaient de Dubaï, tu vois. Parce qu'ils sont de teint mat, tout ça. Ils disaient Dubaï. Et tu sais quoi, ils me disaient, dès que les gens, tu leur disais Dubaï, waouh, Dubaï. Alors qu'on est à San Francisco, hein. Ouais. Silicon Valley, tu vois, c'est pour nous. Mais ils entendaient Dubaï, pour eux, c'était le futur, quoi, tu vois. Donc, tu vois, ils ont créé un tel capital de soft power, je trouve, qui est trop fort. Un beau storytelling. Voilà, et un beau storytelling qui fait que, moi, je te dis, même moi, aujourd'hui, demain, la guerre est terminée, je repars à Dubaï si j'ai une opportunité. D'accord. Tu vois, et il y en a des millions comme ça, tous ceux qui ont goûté Et à juste Dubaï. après la guerre. C'est Direct. Ouais. Tu vois ce que je veux sais dire que Si tu sais que c'est terminé. faut être en place là-bas tout de suite après. Voilà. Donc moi, je pense que... Et aussi, dernier point, l'immobilier. Mais l'immobilier, il a pas tant baissé que ça. Il y a un pote à moi, il m'a envoyé, ouais, regarde, l'immobilier de Dubaï, moins 4. Non, ça tient parce que les gens ne vendent pas et que l'État aussi retient. Exactement. Une grosse com par rapport à ça. Enfin, il y a une sacrée répression autour des Ouais. influenceurs, des médias, pour cacher un petit peu, pour ne pas montrer. Et ils ont raison. Ouais. Bah, ils ont raison. Ils ont construit un capital d'image pendant des années. Bah, Israël le fait tout aussi. Donc, Bah ouais, tout le monde le fait. Ils doivent protéger leur image. C'est un capital, en fait. Tu vois, c'est pas rien. Donc, ils le protègent. Après, l'émir de... Je sais pas si vous avez vu, hein, l'émir d'Abu Dhabi, en l'occurrence, parce que Abu Dhabi, c'est ceux qui dirigent tous les émirats. Il a fait un truc, franchement, c'est fort. Pendant la guerre, il est parti avec sa famille au mall. Je crois que c'était le Dubai Mall ou un truc comme ça. Et tu le voyais avec sa famille, ils se baladaient, ils se sont arrêtés dans un resto, ils ont mangé, Voilà. Et en fait, le message derrière ça, il est trop il y a fort. une stratégie, bien sûr. Bien sûr, c'est trop fort. Il y a 2 messages pour moi. Le premier, c'est de dire, regardez, malgré tout ça, vous inquiétez pas, on gère. Vous pouvez venir au mall, vous êtes en sécurité, nous-mêmes on y va, voilà. C'est géré. Malgré tout, le contexte et tout. Ça, c'est le premier message. Donc n'ayez pas peur. Deuxième message, encore plus fort, c'est de dire, nous, la famille, j'allais dire princière ou royale, voilà, des Émirats, s'il se passe un truc, on est avec vous en première ligne. Exactement. Tu vois un peu le... C'est trop fort comme message. C'est-à-dire, nous, on est avec vous en première ligne. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'on est passé d'un pays où il n'y avait que des étrangers à l'époque où j'y étais, hein, où personne se sentait de Dubaï, à un pays où les gens ont développé un patriotisme de Dubaï alors qu'ils sont étrangers. Tu vois, tellement ils ont été bien traités, respectés, etc. Donc voilà, moi je pense qu'ils se relèveront après. Dès que ça s'arrête, ça va repartir. Pour revenir un petit peu sur ton voyage à Dubaï, justement, quand tu as pris l'avion pour y aller, qu'est-ce que ça t'as ressenti quelque chose? Ouais, ah non, bah oui. C'était en plus la 380 d'Emirates, ce qui venait d'arriver à l'époque. C'était tout nouveau. Et ah non, mais c'était un paradis pour moi. C'était le rêve en fait. Tu vois, t'imagines, genre, chaque étape, quand j'étais dans l'avion, tu sais, c'est bête, hein, tu vois. Mais par exemple, ils vont se dire, Hada, il vient de loin. Tu vois. En fait, genre, par exemple, Emirates, j'étais impressionné par tout ce que faisait Emirates, la compagnie. Genre, même, par exemple, à l'époque, ils nous amenaient un menu. Genre, dans un avion. J'étais pas en première classe, hein, en classe éco. Ouais. Voilà, t'as un menu. Alors que moi, je prenais les compagnies du Maroc ou Air France. Et Maroc, ils arrivaient, Royal Air Maroc, ils disaient genre poulet plateau, ou truc, ou ils te le posaient direct. Ou au mieux, on te disait genre, tu veux poulet ou poisson. Genre avec la bouche, tu vois. Là, non, là, t'avais un menu, t'avais les noms des plats, t'avais 2 choix, etc. Des couvercles métalliques. Tu sais, ça a l'air de rien. Non, mais le petit sac avec les boules caisses. Exactement, voilà, ouais. Et on avait même les petites sandales, tu sais, voilà. Je sais pas s'ils le font encore. Ouais, les petites chaussettes aussi. Voilà, etc. Le service. Pff. En fait, dès là, j'ai commencé, je me suis dit, ah ouais, je suis rentré dans un univers, tu vois. Dans l'opulence. Dans l'opulence, voilà. Et tout ce qui s'en est suivi, c'était ça, tu vois. Non, c'était vraiment... C'était un an de rêve, quoi, tu vois. Et c'est assez facile de s'acclimater à cette opulence? Ben oui. Trop facile. C'est C'est l'inverse qui est plus dur. C'est l'inverse qui est dur. C'est s'acclimater à la difficulté qui est... Exactement. Bah oui, mais c'est... Regarde, à Dubaï, comme disait un gars que je connais, il disait, à Dubaï, t'es quelqu'un. Tu sens que t'es quelqu'un. Tout simplement, on te respecte partout. Genre, on t'accueille d'une manière, on te respecte, on te sert d'une manière. Bah, Moi, ce que j'apprécie dans ces pays-là, c'est de passer inaperçu. Peu importe qui t'es, Ouais, bah oui. personne ne te calcule. Ouais, personne ouais, te bah oui. regarde. C'est les deux, en fait. C'est qu'à la fois, t'es inaperçu, on te laisse vivre ta vie, on te calcule pas, mais à la fois, t'es quelqu'un. Parce que t'es respecté partout. Je sais pas si tu vois un peu le Oui, truc. oui, un respect. Ouais. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Et t'as voyagé ailleurs? Ouais. Avant ça, je suis allé en Corée du Sud. Je l'ai pas raconté, mais pendant mes études, j'ai fait 1 an d'études à Séoul, en Corée du Sud. Extraordinaire.
À l'époque, en plus, personne n'allait en Corée. Moi, c'était en 2009. Donc, dans le cadre de tes études, Voilà. tu vas Voilà, on valider fait ta un- dernière année, faire un stage, c'est quoi? Non, en troisième année, il y avait une année d'Erasmus, tu vois, Oui. d'échange universitaire. Et on avait une liste de destinations. C'était selon ton classement. Il y en a, soit t'arrivais à obtenir une destination, soit t'arrivais pas. J'ai postulé à plusieurs et j'ai mis la Corée dans la liste en me disant... Moi, j'ai mis l'Espagne, voilà, je vais te dire. Je me suis dit, il y avait Malaga, il y avait 15 places, très facile à avoir. Je me suis dit, tu sais quoi? J'étais pas un grand voyageur à l'époque. Malaga. Voilà, Malaga, c'est l'Espagne, sur la route du bled. Ouais. Voilà, Le je me suis bateau. dit, voilà, le bateau à Algeciras. Je me suis dit, il fait beau, il y a la plage, c'est sympa, je vais apprendre l'espagnol, truc facile à obtenir. Allez, voilà. Et bah, figure-toi, c'est là où tu vois le destin. Cette année-là, ils ont arrêté le partenariat avec Malaga parce que la majorité des étudiants ne validaient pas. Ils passaient leur temps à faire la fête et tout, et ils ont tous échoué aux examens. Du coup, ils ont dit, allez, on arrête le partenariat. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé sur les choix après. Corée du Sud, tu vois. Je m'y attendais, ça m'a fait un choc hein, quand j'ai vu les résultats. Donc, t'avais demandé Malaga en premier? J'avais mis. En gros, nous, les plus durs à voir, c'était États-Unis. Miami, il y avait une place, donc j'étais sûr de pas l'avoir, Ouais. parce que c'était trop dur, etc. Il y avait un autre truc aux États-Unis. Je les ai quand même mis. Et après, j'ai mis Malaga. Je me suis dit stratégiquement, je sais que j'aurais passé de là, mais on tente quand même. Malaga, je l'aurais, et je sais plus après, j'ai mis quoi? J'ai mis Corée dans la liste, comme ça, juste D'accord. pour. Je l'ai mis en dernier, Corée. Tu vois, je me suis dit, c'est sûr, c'est mon Malaga. Ouais. Voilà. Et voilà. Et bah, le destin, je me retrouve à Séoul. Et au début, c'était le choc. Parce que pour nous, à l'époque, c'était quoi l'Asie? C'était flic de Shanghai. Tu vois, alors ça fait très cliché, mais Oui, non, mais mets-toi dans il y ma avait pas la mentalité. K-pop, Il n'y avait pas de K-pop, il n'y avait rien. À l'époque, mentalité. Je regardais le flic de Shanghai et quand il partait au bled en Chine, tu vois. Ça n'a rien à voir, Shanghai. Ouais, et Shanghai, c'est même pas comme ça. Tu vois l'image qu'on nous donnait? Grave. Tu voyais des vendeurs de serpents dans les marchés, tu voyais des trucs de fou. Ouais. Et moi, dans ma tête, c'était ça l'Asie. Je me suis dit, wow, dans quoi je me suis mis, tu vois. J'étais dégoûté, je réfléchissais à leur dire, j'annule. Et là, je reçois un pote qui m'appelle, qui lui aussi a été pris. Il me dit, félicitations, Corée, trop bien, content de savoir qu'on est ensemble. Et je me dis, mais non, mais moi je suis dégoûté, qu'est-ce que tu me racontes? Je réfléchis à annuler. Je dis, mais t'es fou, c'est trop bien la Corée. Et là, il commence à m'envoyer des vidéos, des trucs. Et là, j'ai vu que c'était bien, tu vois. Et j'ai commencé à vouloir y aller. Mes parents, ils ont pas voulu. Ouais. Parents, quoi? Corée du Sud, c'est l'autre bout du monde. Ils m'ont dit, les gens, ils viennent du monde entier pour étudier en France. Toi, t'es en France et tu vas. Je sais pas. Tu vois, ça avait pas de logique pour eux. Mais je les ai convaincus. Et j'y suis allé, c'était le meilleur choix de ma vie. La Corée du Sud, franchement. T'as aucun. Comment dire? T'aimais pas trop cette culture. Je connaissais même Ouais. pas. Ouais, pour moi, tout ce que je connaissais de Ton l'Asie, pote, ça se c'était voit qu'il les. était fan. Lui, il était a dû le fan. mettre en premier, lui. Ah là, lui, il l'a mis en premier, ouais. Moi, tout ce que je connaissais de cette culture, c'était rien de la culture coréenne, c'était culture asiatique, c'était les films de Bruce Lee, quoi. Ouais, Tu vois, alors, exactement. à part ça, Sacré. tu vois, je venais de loin. Tu vois. Ouais, exactement. Sacré préjugé. De fou. Mais au Et final, donc, arrivé là-bas. arrivé là-bas, je découvre un monde qui est dans le futur. En fait, imagine, hein, t'as plein de préjugés sur un pays, t'arrives, tu vois qu'en fait, toi, t'étais dans le passé. Ouais. En fait, c'est eux, ils sont dans le futur. D'accord. Et là, je découvre un monde super technologique à tous les niveaux, genre, enfin, des petits détails. Par exemple, quand on était dans le métro, donc métro souterrain à Paris, ça captait pas les téléphones. Jusqu'à maintenant, je crois, ça coupe encore. Tu vois, alors, plus de 10 ans plus tard. Bah, eux, à l'époque, non seulement ça captait, mais en plus, il y avait réseau. À l'époque, c'était avant les smartphones. Ils avaient des téléphones dans lesquels il y avait une petite antenne et t'avais la télé. D'accord. Genre, qui se connectait tu vois, au réseau de la télévision. Et du coup, les mecs, pendant les matchs de foot et tout, bah, ils les regardaient dans le métro comme ça, tu vois, genre. Ouais, ça coupait pas. Et ça coupait pas, en souterrain, en tunnel. Ah, et c'était dans le futur. Ils avaient déjà la 4G ou je sais pas quoi dans les tunnels sous le métro. Enfin, ça, c'est qu'un exemple. Et voilà, plein d'exemples comme ça. Et j'ai découvert un peuple super accueillant, super sympa. Des gens, en fait, c'est un mix entre la culture un peu américaine. Ils ont intégré, c'est le baseball, tout ça. Mais en gardant toutes leurs racines culturelles coréennes. D'accord. J'étais dans un méga campus, tu vois, à l'américaine. Vraiment, c'est comme si j'étais aux États-Unis, mais avec des Coréens, tu vois. D'accord. Voilà, j'ai adoré mon année. Et la mentalité là-bas, dans les études? Ah, bah C'est je vais laquelle? te dire, ouais, c'est une très bonne question. Le système et aussi la mentalité des. Excellente question. Le système, c'est une copie du système américain. D'accord. Genre les bachelors, PhD, genre c'est comme le système américain.
Mais la mentalité n'a rien à voir. Là-bas, c'est des gens euh, hyper bosseurs. Et en fait, ils mémorisent. Tu vois, genre par exemple là-bas, la révision, il va te prendre un livre de telle matière. Et il va réviser pendant plusieurs semaines. Et en fait, il va mémoriser les chapitres. D'accord. Alors que nous, on a plus appris à comprendre. Tu vois, là-bas, ils ont appris à mémoriser. Du coup, ils mémorisent. Il arrive devant l'examen, la question, Il déballe. voilà, tu vois. Et il fonctionne comme ça. Et pour te dire, là-bas, j'ai pu comparer même les niveaux d'intelligence, hein, tu vois, parce qu'il y avait des étudiants du monde entier, il y avait des étudiants de toute l'Asie, il y avait nous, plein d'étudiants français, étrangers, etc. Et franchement, ce que j'ai constaté, honnêtement, de mon expérience, niveau intelligence, je sais pas si on peut le dire, mais moi, je dis la vérité. Hein. Ouais, vas-y. Franchement, les Arabes sont au-dessus. Non, la vérité. Hein. Ouais, non, J'ai mais... peur de ta réponse. J'ai dit, ouais, on est complètement con. Non, non, au contraire. Non, t'es fou. En fait, j'ai constaté un truc. Hein. Les Arabes, niveau intelligence pure, ils sont trop intelligents. Les Français, pareil. Les Espagnols. Je parle de quel arabe? Maghreb. Ceux que je connais. Hein. D'origine marocaine, Pareil, algérienne, pareil. tunisienne. C'est pareil. Je te parle des Français. Bah, là-bas, il y avait les deux. Immigration. Là-bas, j'avais la chance d'avoir les deux. Tu vois. Et bah, je vais te dire. En fait, j'ai compris que tout ce qui est bassin méditerranéen, les Latins sont très intelligents. D'accord. Tu peux mettre les Italiens, les Espagnols, les Français, les Maghrébins. C'est quoi l'esprit de déduction? Exactement. En fait, c'est un esprit de réflexion, d'analyse en profondeur et de compréhension profonde et de créativité. D'accord. Tu vois, ils ont ce truc-là, c'est culturel ou je sais pas. Mais voilà, ils l'ont. Genre, je te jure, j'ai été impressionné par des étudiants italiens, espagnols, français, maghrébins et autres. Par contre, j'ai pas du tout été impressionné par les étudiants asiatiques. D'accord. Les Asiatiques, Chine, Asie, Japon, en fait, c'est très simple. Ils mémorisent, ils charbonnent beaucoup, beaucoup, mais ils n'ont pas la culture de comprendre profondément, analytique et tout. Non, c'est juste de la mémorisation, tu vois. D'accord. C'est là où tu vois, ça casse les clichés. Oui, oui. Moi, je les avais toujours vus comme plus intelligents, tu sais, le petit Ouais, chinois au piano. Oui, exactement. Au Non, non, non. clavier. Voilà, mais en fait, non. En fait, ils sont pas plus intelligents, par contre, ils sont beaucoup plus bosseurs. Voilà, pour te donner un ordre d'idée, là-bas, les examens, par exemple, un contrôle, c'est une note sur 100 points. C'est comme un pourcentage, tu vois. Moi, là-bas, genre, j'avais un examen cet après-midi. Franchement, je révisais le matin, j'ouvrais le truc. Ouais, malheureusement, la culture de la flemme nous a... Ouais, il y avait Charme à la télé. Voilà, malheureusement. Donc, je révisais, tac, je me tapais 80 sur 100. C'est bon, j'étais content, tu vois. Et les Coréens et les Chinois, pendant 3 ou 4 semaines avant, ils étaient là, I have to prepare the exam. Et chaque soir, Ils stressaient. ils étaient là à réviser toutes les soirées pendant 3 semaines avant. Tu vois. Et après, ils se tapaient des notes à 85, 90. Tu vois. Bon, c'est mieux que ma note. Oui. Mais je me dis, vu la Pendant quantité... 2 semaines, tu t'es Voilà. baladé. C'est ça, vu la quantité de travail fourni par rapport aux résultats, C'est pas ouf. c'est pas ouf, tu vois. En fait, voilà, ils sont pas plus intelligents. Même les latins sont, de mon expérience, les plus intelligents. Voilà, les D'accord. tops de l'intelligence que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc t'as dit les latins, enfin t'avais dit les arabes, mais Ouais. c'est plus bassin méditerranéen. J'ai élargi, ouais, parce que Ouais. franchement, les Français sont bons aussi. Les étudiants français, ils étaient bons. Les Espagnols, ils étaient Qu'est-ce très que bons. t'appelles intelligent? Tu as parlé tout à l'heure C'est une bonne question. Hein. de réflexion, Ouais. d'analyse, mais en... L'intelligence pure. Ouais, l'intelligence pure. L'intelligence, il y a plusieurs définitions. Il y a une définition connue qui dit que l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter et à survivre. Voilà, ça c'est l'intelligence, genre le côté le plus pur de l'intelligence. C'est pour ça qu'on dit que par exemple, biologique. c'est la base, ouais, genre voilà, c'est s'adapter et survivre. Voilà, l'être qui s'adapte le mieux à tous les changements et qui survit, bah c'est le plus intelligent, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit que par exemple les rats sont en fait hyper intelligents parce que tu regardes des films de fin des temps, t'as des rats. Ouais. Alors que le panda, par exemple, mesquine, ils lui ont juste, il y a eu des forêts qui ont été coupées, ça, il a plus rien à manger, il meurt. Il n'y a plus de bambou, il meurt. Il y a plus de bambou, il meurt. Exactement. Donc en fait, c'est ça l'intelligence, c'est cette capacité à s'adapter, voilà. Et dans ce truc-là, franchement, les Maghrébins sont très très forts. Tu vois, capacité. Les rats. Hein? bah, Ils sont pas des rats, mais ils sont pas des pandas non plus. Voilà. J'ai pas poussé la comparaison jusque là. Mais c'est toi qui me tends la perche. Ouais, moi, j'avoue. Mais regarde, mais regarde, tu regardes le cliché du vendeur au souk de Marrakech.
Frère, il parle combien de langues? Exactement. Ouais. Mais c'est impressionnant. Et lui, il a jamais eu besoin de cours. Il est jamais sorti de Marrakech. Voilà, il est jamais sorti de Marrakech. Tu lui poses des Allemands, il tape la discute avec des Allemands. Tu lui poses des Portugais, il tape la discute en portugais. Tu lui poses des Français, des Anglais, il tape la discute. Allez, et ensuite, en plus de ça, il parle déjà l'arabe et il parle Darija et l'arabe littéraire et le berbère souvent. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux. Attends, le gars, il te parle 7 langues, il te les enchaîne. Bon, après, il va pas aller t'écrire des revues scientifiques, mais il te tient une discussion en 7 langues. C'est pas donné à tout le monde. Il présente la carte de A à Z. Voilà. Et le prix surtout. Et il négocie le prix, et il te met les bonnes disquettes, et il te vend, et il arrive à te convaincre dans ta langue. Ouais. Quand même, tu vois ce que je veux dire? Donc justement, par rapport à tout ton parcours, tous tes voyages, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, personnellement? Franchement, ça m'a fait grandir. Genre, par exemple, ce premier voyage en Corée du Sud, moi, je disais qu'il a duré 1 an. J'ai vécu 1 an là-bas. Pour moi, j'ai grandi de 6 ans, quoi. 6 à 7 ans d'âge mental. Complètement. Complètement. Imagine-toi, moi, avant, je t'ai dit, le maximum du voyage que j'imaginais, c'était Malaga. Ouais. Donc, pour te dire que j'étais très limité. Et c'était en direction du Maroc. Et en plus, voilà, je me suis dit, mes parents, je me suis dit, sur le chemin, ils pourront me récupérer, on pourra, en été, voilà. Donc, très fermé d'esprit et tout. Hein. Bah, imagine-toi, tu te retrouves dans un autre pays, à l'autre bout du monde. Les gars, physiquement, tu vois que des Asiatiques. Donc, déjà, ça te change, tu vois. Tu vois un autre type d'ethnie de gens. D'une, tu dois te débrouiller toi-même. Tu vois, alors que là, je vivais chez mes parents. Tu dois gérer ton appart, gérer tes trucs, gérer ce que tu vas manger, tu vois. Tu vois, tu dois tout gérer tout seul. Tu dois penser à ta sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'était un pays sûr, mais quand même. Quand tu sors, tu tardes le soir, tu trucs, bah, faut que tu fasses attention. Faut pas perdre tes trucs, faut pas... Tu sais, ça a l'air de rien. Mais je t'assure, tu vois, genre, ça te développe. Et surtout, bah, j'ai rencontré des gens du monde entier là-bas. Des Américains, genre, j'avais un prof qui était journaliste économique, qui était devenu prof d'économie. Il avait fait UCLA. Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà, des Chinois. J'ai appris c'est quoi la différence entre un Chinois, un Coréen, un Japonais et un Southeast Asia. Tu vois, tu vois, le sud de l'Asie. Moi, avant, c'était tous des Chinois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà. Et t'apprends plein de trucs. Donc, en 1 an, mais c'est un accélérateur de fou. Bah justement, Issam, dans tes expériences à l'étranger, qu'est-ce qui t'a manqué le plus? Qu'est-ce qui t'a fait douter à l'étranger? Bah, honnêtement, moi, c'était le manque des parents. Tu vois, par exemple, dans cette expérience en Corée du Sud, qui était la première, c'est là où, aussi, je vais te dire, c'est trop intéressant, j'ai vu une grosse différence culturelle. J'étais en colocation avec un autre étudiant français, tu vois, et français de souche, tu vois, et j'ai vu la différence. Moi, il y a des moments là-bas, le fait de pas voir mes parents, genre je pleurais, tu vois ce que je veux dire. Le fait de pas pouvoir les voir, etc., de devoir attendre 1 an ou je sais pas quoi, pour moi, c'était trop dur. C'était vraiment c'était un arrachement. Et chaque soir, je leur parlais sur Skype. À l'époque, c'était Skype, tu vois, avec le décalage horaire et tout. Et bah, figure-toi, d'ailleurs, mes parents, à l'époque, ils ont installé Skype, ils ont acheté un PC pour moi, pour pouvoir me parler, tu vois, à l'époque. Et bah, figure-toi que mon colocataire, qui était aussi un pote à moi, lui, rien à voir. Lui, il prenait un rendez-vous avec son père. Genre, en gros, il savait que il allait lui parler, par exemple, jeudi après-midi à telle heure, ils allaient faire un call, une discussion. Ouais. Tu vois, et sinon, c'est bon, tranquille. Il faisait sa vie. Et moi, c'était chaque soir. Moi, si j'avais pas ma dose le soir, j'étais trop mal, tu vois. Tu as un peu ressenti ce que nos parents ont ressenti à l'époque. Bah ouais, complètement. Tu sais, à l'époque, c'était le téléphone. Bah, c'était tout le monde, dans n'importe quelle région du Maroc, on n'avait pas le téléphone. Ouais. C'était souvent des cassettes enregistrées qu'on envoyait. Ah, ça devait être dur. Et bah, là, c'est de la reproduction, là, ce que tu as fait. Bah ouais, je l'ai goûté à mon échelle. Et heureusement, moi, il y avait Skype encore, tu vois. Donc, c'était moins fort. Ah, ça devait être dur, ce qu'ils ont ressenti. Mais j'ai aussi compris un truc, aussi, au niveau culturel. On n'a pas la même... mêmes attaches. Ouais, les mêmes attaches, la même hiérarchisation des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et même quand on en parlait, moi, je me souviens, j'avais des discussions un peu, je vais dire, lunaires, tu vois. Avec mes potes, par exemple, moi, dans mes discussions, à chaque fois qu'on parlait des trucs importants, c'était famille d'abord. Lui, c'était genre les potes, les amis. Genre, les amis et les potes, on dirait qu'ils étaient au même niveau que la famille. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, c'était très famille. Donc voilà, moi, c'était le vrai point de douleur, il était là. Bah, justement, quel conseil tu donnerais aux parents? Parce que beaucoup de parents freinent
Ah les ouais. rêves de leurs enfants d'aller voir ailleurs, de voyager, de faire des études à l'étranger. Quel conseil tu leur donnerais à ces parents-là? Ah, c'est une vraie question, parce que pour les parents, ça doit être encore plus dur que pour les enfants. Exactement. Et je sais par expérience que c'est encore plus dur pour celui qui reste que celui qui part, tu vois. C'est ouais, non, ça doit être trop dur. Mais honnêtement, bah, le conseil, il est très simple en fait. C'est dur, mais faut pas être égoïste, tu vois. C'est ça en fait. Tu vois, genre, nous, enfin, moi je me positionne, tu vois, mais genre, de notre point de vue, on a voulu vivre notre vie, notre expérience, notre truc. On peut pas par égoïsme pour nous-mêmes empêcher l'enfant de lui aussi se développer et vivre la sienne, tu vois. Et ça, on l'a même souvent dans des histoires de mariage, tu vois. Mm. T'as des familles, des fois des pères ou des mères, qui veulent pas lâcher leur fils ou fille. Mais en vrai, c'est pour une raison égoïste. C'est pour parce qu'ils l'aiment trop et C'est ça. tu vois ce que je veux dire. Ils veulent le pour- garder avec lui et je le comprends totalement, tu vois. Mais cette maman ou ce papa doit se souvenir que lui aussi, s'il avait pas fait ça avec ses parents, bah tu vois, aujourd'hui il aurait pas son fils. Exactement. Tu vois, donc en fait, c'est le cycle de la vie, quoi. Et il faut accepter. Maintenant, faut garder, voilà, faut trouver un. Faut garder des liens, quoi. Appeler, rassurer, tout ça, tu vois. D'accord. Très bon conseil. Donc on va mettre un terme à ce La à partie cette thématique, émotionnelle. ouais, exactement. Même études, voyages, tout ça. On va parler de ce que tu fais aujourd'hui. Mhm. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, j'ai lancé une école, donc établissement d'enseignement supérieur qui s'appelle l'ESS Business School, où bah, on forme. En fait, là où j'ai enseigné avant, les domaines que j'ai enseignés, bah, je me suis dit pourquoi ne pas lancer ma propre école. Ce qui m'a motivé à la lancer, parce que c'est intéressant aussi ce cheminement-là, honnêtement, c'est aussi parce que j'ai postulé à plusieurs écoles hein, pour avoir des postes de direction ou des postes un peu plus avancés, pour lesquels j'avais plus que largement le profil. Hein. On m'a jamais donné l'heure. Tu vois par exemple, j'ai postulé à une école. Donc moi, j'enseigne depuis 2016. Je suis entrepreneur en parallèle. Tu vois, genre, je suis diplômé de grande école. J'ai entamé un doctorat aussi après. Bon, on n'en a pas parlé. Donc, tu vois, j'ai largement le profil. J'ai une grosse expérience pédagogique, expérience business et tout ce que tu veux. Et expérience entrepreneuriale. Et là, par exemple, j'avais postulé à un poste justement pour prendre le pôle entrepreneuriat d'une école et accompagner les jeunes, etc. Chose que, franchement, tu pouvais pas avoir plus une expérience en adéquation que la mienne. Genre, je cochais toutes les cases, plus, tu sais, quand ils te disent préférable également si vous êtes, tu sais, les trucs en plus, tu vois, serait un plus, ou je sais pas comment ils le disent, bah, je les avais aussi. Du optionnel. Voilà, j'avais tout, tu vois. Et je postule, je reçois un message automatique, tu sais, le malgré la qualité de. C'est-à-dire, ils ont même pas pris le temps de regarder, tu vois. Je me dis, bon, peut-être, voilà, ils ont recruté. Après, je vois l'offre, elle est repostée. Tu vois, elle est encore sur LinkedIn. Je me dis, non, mais ils me respectent pas à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Et je l'ai fait pour 2-3 écoles en France, comme ça. J'ai vu qu'ils regardaient même pas, en fait. Tu vois, je me suis dit, non, mais là, c'est grave. Où se loge le problème à... Mais c'est simple, Ton- ils veulent ton- pas d'un arabe à ce poste. D'accord. Disons les choses. C'est aussi simple que ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me dérange pas. Je te dis honnêtement, ils veulent pas d'un arabe à ce poste. Je peux comprendre. Tu vois, je peux comprendre. Par exemple, je sais que même au Maroc, des fois, t'as des gens, ils ouvrent des pâtisseries un peu haut de gamme ou des boulangeries. Des fois, ils te mettent un français. Juste pour représenter l'image de la boulangerie ou du restaurant, parce que ça passe bien. Un blanc. Un blanc, voilà. Ah. Parce que ça passe bien, etc. Il n'y a pas de problème. Dites-moi que pour ce poste-là, vous voulez un blanc. Il n'y a pas de problème. Mais dites-le au moins. Tu vois ce que je veux dire? C'est interdit. Voilà. Et bah, c'est là où c'est pire, en fait. C'est que tu as des lois, franchement. Tu as des lois où tu es obligé de mettre HF, par exemple, homme-femme. Alors, ils savent pertinemment qu'ils veulent une femme. Pourquoi En fait, ça va changer quoi qu'ils rajoutent HF? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En Oui, fait, je vois très bien. c'est des lois qui ne servent à rien. C'est pour se donner bonne conscience. Mais le gars, s'il veut une femme blanche comme ça, il a beau écrire HF. De toute manière, le résultat sera le même. Bah oui, c'est Le en fait, recrutement sera... vous leur rajoutez des étapes alourdissant leur process, c'est tout en fait. C'est juste ça. Donc moi, en fait, je suis un partisan de l'honnêteté, tu vois. Par exemple, aux Émirats, pour reprendre l'exemple, là-bas, on te dit, tu le sens, t'es pas chez toi. Tu vois, on te le dit, t'es le bienvenu, t'es un invité, t'as pas de carte de résidence, t'as un visa. Quand t'es résident là-bas, t'as un visa de résident. Donc déjà, tu sais que c'est un visa. Tu sais qu'un jour ou l'autre, t'es amené à repartir. Mais tu l'acceptes, il n'y a pas de souci. Là-bas, aux Émirats, il y a des postes spécifiques, il y a écrit sur les offres,
et comme ils appellent ça, nationals only, tu vois. Genre, il n'y a que pour les Émiratis. Tu peux même pas postuler à ces offres-là. Enfin, mais là-bas, c'est très clair. Donc, en gros, tu joues le jeu, tu le sais. Le problème, c'est quand on te ment, on te dit que t'es comme les autres. Tu vois, on te donne pas les vraies règles du jeu. D'accord. Tu joues un jeu dont tu connais pas les règles. C'est ça qui fait mal, en fait, tu vois. Enfin bref, je sais Tu pas. apprends qu'à tête dépend. Voilà, Et donc, c'est ça. donc, école. Voilà, j'ai lancé mon école, je me suis dit, bah voilà, moi j'ai cette personnalité un peu, tu vois, flexible, comme on disait, nous. Ouais, touche à tout. Voilà, genre, je vais pas attendre là ce truc, bah pour moi c'est une opportunité. Bah j'ai lancé mon école qui s'est développée, donc ça, c'est assez récent, 2 ans. C'est assez récent, mais, bah voilà, on a eu nos premiers étudiants, on a eu nos premières promos, on a commencé, etc. Et bah figure-toi, je commence à avoir plein de candidatures de profs, de formateurs, etc. Et je me suis dit, regarde, c'est marrant quand même. Je me suis retrouvé moi de l'autre côté, à devoir moi recruter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et un jour, peut-être que ce gars-là, ou cette RH, qui n'a même pas voulu regarder mon CV, ou qui l'a même pas calculé, viendra postuler dans mon école, en fait. Tu vois un peu, c'est marrant quand même. Et on s'en souviendra pas, bien sûr. Bah, bien entendu, tu vois. Moi non plus. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, Et, très bien. Et c'est pour ça que moi, j'encourage à l'entrepreneuriat. Tu vois? Mm. J'encourage à l'entrepreneuriat, mais je précision, parce que c'est important. L'entrepreneuriat, c'est trop dur. J'ai goûté à la dureté de l'entrepreneuriat. Et la dureté, en fait, c'est tout simplement que bah, tu sais pas comment on va finir le mois. Par exemple, moi, j'avais des alternants. Donc, les OPCO nous financent la formation Mhm. pour les alternants. Le problème, c'est que tu as tout bien fait. Le financement ne tombe pas. Tu sais pas. Allô, oui, tu les appelles. Ah, mais c'est en cours de traitement, il faut patienter. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça devait prendre même pas 1 mois. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5. Mais pendant ce temps-là, tu as des loyers, tu as des charges qui continuent de tourner. Et là, tu te retrouves dans une position trop dure. Ça, je l'ai goûté. Hein. Je sais pas comment je vais finir le mois, je sais pas comment je vais payer les loyers, je sais pas comment je vais payer ça. En attendant, les rentrées d'argent ne rentrent pas, je ne sais même pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Et tu te retrouves avec des dettes. Ouais. Et c'est trop dur. Et c'est là où j'ai retrouvé goût au salariat. Je me suis dit, Ouais. maintenant, D'accord. je comprends. Je Voilà. comprends pourquoi les gens se planquent un petit peu. Exactement. Ils En n'avaient pas fait, d'autant de responsabilités. exactement. Le salariat, ça a du bon. Le simple fait de savoir que à la fin du mois, tu as ton salaire qui rentre, tes loyers, tes trucs, tout ça, c'est que des prélèvements. Tu sais que ça va être payé. C'est un luxe quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai luxe. Et là, j'ai compris en fait, tu vois. Mais fallait que je goûte à ça. Alors que j'étais un anti-salariat, moi, tu vois. Mais là, j'ai compris. Maintenant, voilà, moi, je pense qu'il faut trouver un... C'est soit tu vois ta personnalité, si tu es apte à supporter ça et que tu veux plus, soit tu veux ta stabilité, soit tu es entre les deux. En fait, il faut se connaître, quoi, maintenant. C'est ce que j'ai l'impression en toi. T'es pas obtus, t'es pas. Voilà. Dès que tu vois que la voix a cette allure, j'accepte. voilà, Il y a que des t'acceptes imbéciles qui et tu changent changes pas de. Ouais. Non, non, c'est pas mal. Et ben justement, tu parlais de loyer. Alors, on va présenter ton livre. On peut parler d'essai. Ouais, c'est un essai, clairement. D'accord, c'est un Clairement. essai. Donc je l'ai lu et relu. Ah bah ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça m'a conforté sur beaucoup de choses et ouvert certaines perspectives. Mhm. Donc la dictature du loyer, se libérer de l'esclavage moderne, parce que c'est vraiment ça. Hein. Mhm. Vraiment le poids du loyer, le poids des dettes, comment dire, ce qu'on nous fait porter, tout simplement pour se loger, Mhm. ce qui à la base était La base. naturel Bah et ouais. très simple. Et la comparaison que tu faisais avec des gens qui n'avaient pas Mhm. ce poids-là sur les épaules, elle est extraordinaire. Tu peux nous en dire un petit peu plus Bah oui, Ok. bah oui. Tu parles du cousin au Maroc? Exactement. Bah oui. Non. Non, moi ça m'a toujours frappé quand j'allais au Maroc, par exemple, bah, à mon pays d'origine. Et là-bas, il y a trop de gens dans ma famille, les voisins, les amis. Plein, c'est des hommes. Ils vivent bien. Ils travaillent pas. Ils font rien de spécial. De temps en temps, ils ont un petit business. Ouais. Mais ils vivent bien. Et même pour ceux qui travaillent, ils vivent encore. Ils vivent encore Encore mieux, mieux. tu vois. Ouais, voilà. Et ils sont pas stressés de la vie, ils ont aucun stress. Ils vont à la plage, ils sont posés au café. Ils ont tout ce que tu peux vouloir, ils l'ont, tu vois. Mm. Et je me suis dit, mais attends, comment ils font? Ils travaillent pas. Tu vois, alors que nous, ici, la première question que tu poses à quelqu'un, c'est tu fais quoi dans la vie? C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose dans la vie. Et t'habites où? Voilà. Es-tu propriétaire? Voilà. Lui, tu lui poses pas la question, il fait rien dans la vie. Et pourtant, il vit bien. Et en fait, j'ai réfléchi, et en analysant bien, je me suis dit, mais en vrai, ouais, le vrai point
de différence, c'est le loyer. C'est que le mec, il a pas de loyer à payer. Il vit soit dans une maison avec ses parents, tu vois, soit il a hérité, soit il a déjà fini de la payer depuis longtemps, parce que voilà, ça reste quand même des montants beaucoup moins élevés qu'ici, tu vois. Il a pas de loyer. Et du coup, le mec, pas de stress, il vit bien. Quand il va travailler, bah il va travailler. Et quand il va pas travailler, bah il va pas travailler. Mais il va continuer de vivre. Et en fait, voilà. Et moi, ça a ouvert toute une réflexion, tu vois. Je sais pas si je peux développer Bien ou... sûr, je t'en prie. Bah si tu veux, moi, cette réflexion, elle est partie du fait que, je le dis là en 4e de couverture, je regarde mon grand-père, tu vois. Mon grand-père, paix à son âme, habitait à Casa, donc capitale économique du pays quand même. C'est pas la petite ville où c'est pas cher, c'est la ville où c'est cher. Il bossait au port de Casa, il était ouvrier, tu vois. Il portait, c'est sa force physique, quoi, tu vois. Et bah, avec ça, il était ni ingénieur ni rien. Avec ça, comme je le dis, il a fait grandir une famille de 10 personnes. Son terrain, il a construit une maison de plusieurs étages. Tout le monde vivait bien. Il était respecté. Et il était très respecté. C'était un gars, il parlait, personne bougeait. Tu vois ce que je veux dire, il avait une stature, il avait ce qu'on appelle un niveau de masculinité hyper élevé, etc. Tu vois, il avait tout ça avec un petit taf d'ouvrier. D'ouvrier. Tu vois. Comme quoi le métier ne fait pas Exactement. le statut social. C'est ça. Lui, il avait tous les avantages du statut social avec ce petit métier-là. Et il avait aussi les avantages de la famille. Tu sais, 10 personnes, faut les faire, machallah, faut les faire grandir quand même. Hein. Ça coûte cher. Ça. 10 personnes, en 20 ans, ça devient 30. Voilà, C'est exactement. Tu vois. Donc, faut. Et je me suis comparé, je me suis dit, mais attends, moi, j'ai fait des grandes études, je bosse dans des boulots qu'on considère comme cadres, etc., élevés, etc., etc. Et dans quoi je vis? Un appart qui est petit. Est-ce qu'il est à moi? Non. Est-ce que j'imagine... Même l'idée de devenir propriétaire, apparaît pour moi, c'est quasi impossible. C'est inimaginable. Je me dis, attends, je dois payer un truc sur 25 ans ou 30 ans. Enfin, je sais même pas si je vivrai aussi longtemps. C'est un autre monde. Avant, lui, il a construit sa maison en quelques années, tu vois. C'était rapide, tu vois. Et une maison, plusieurs étages, hein, je précise. Et je me suis dit, attends, mais c'est quoi, en fait, la richesse? Nous, aujourd'hui, on est riche de quoi? On est riche d'un iPhone. On est riche d'une Apple Watch. On est riche de... Tu vois. Avant, ils étaient riches d'une maison, d'un terrain, d'une famille de 10 enfants. Tu vois. Bah, c'est quoi la vraie richesse après tout? C'est ça ou ça? D'accord. Où se situe la vraie richesse? C'est ça. Et si tu veux, j'ai poussé le truc. Et en fait, le vrai point qui est intéressant là aussi, c'est la comparaison entre le système de l'esclavage et le système du salariat. Tu vois. Bon, sans rentrer dans les détails, globalement, c'est la même chose. Le salarié ou l'esclave travaille pour le maître. Mais ce qu'on ne sait pas et qu'on ne nous dit pas, c'est que dans l'esclavage, il y avait des lois. C'était pas comme ça. C'est nous, qu'est-ce qu'on connaît de l'esclavage? C'est commerce triangulaire. Tu vois, l'esclavage des Noirs lors du commerce triangulaire, etc. Mais l'esclavage, c'est pas que ça. Tu vois, les gens, ils nous montrent les films Kunta Kinte, genre les fouets. Mais l'esclavage, ça existait de toute l'histoire de l'humanité. Il y avait des lois, il y avait des... Voilà. Et en fait, j'ai appris que dans les lois de l'esclavage, bah, le maître devait loger l'esclave, le nourrir, l'habiller, prendre en charge sa famille, s'il se mariait, s'il avait des enfants, de la même manière, et ainsi de suite. Ouais, je parle plus de propriété. Le maître avait propriété sur son esclave, Ouais. un être humain. Sur un être humain. Et aujourd'hui, le patron n'a pas la propriété. Bah ça, Son c'est salarié. l'argument. C'est l'argument, bien sûr. Mais il l'envoie en banlieue y vivre, le faire venir tous les matins, le faire repartir, ne pas se soucier de son logement, de son alimentation, de sa santé, etc. etc. Donc oui, c'est un comparatif biaisé déjà à la base. Bah oui, en fait. On parlait de rapport de force, il est resté le même. Mais complètement. En fait, c'est ça, c'est que... Et l'appartement, peut-être même qu'il appartient à son patron. Voilà. Exactement, exactement. Donc finalement, il le fait payer un loyer. Mais c'est ça. On a vu ça, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Il y a eu un comparatif justement. D'accord, ouais. C'est pour ça qu'on les a pas armés aussi. Ah, d'accord, ouais. Mais les faire revenir coûtait moins cher. Ah, tu vois. À la plantation, ça coûtait moins cher que de les garder. Tu vois, donc c'était une simple évaluation économique. Oui, non mais voilà. L'abolition de l'esclavage, c'est aussi économiquement, c'était très intéressant aussi. C'est plus rentable, tu vois.
Et c'est ça, en fait. Moi, Beaucoup vont polémiquer par là, ça va rapport à ouvrir des sujets, là. Ouais, ça va ouvrir des sujets. Mais il faut le voir vraiment pas dans le volet humain, oui, côté, etc. Oui, ça, on n'est pas des esclavagistes, ni Non, bien entendu, oui. Rien du tout. Mais dans un angle économique, il faut vraiment décortiquer le truc et comprendre que c'est plus rentable. Ouais. Moi, je vais te le dire encore. C'est la même chose que toi, mais je vais le dire d'une autre manière encore. Bah, c'est dans le livre, de toute façon. Si tu veux, avant, l'esclavage, c'était le lien entre l'esclave et le maître. C'est-à-dire, l'esclave était propriété du maître. Donc, c'était, si tu veux, ça jouait à ce niveau-là. Maintenant, avec le salariat, c'est la même chose, mais c'est devenu institutionnel. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant, il y avait plein de petits maîtres qui chacun avait leurs esclaves. Maintenant, il y a un grand maître, on peut appeler le système, tu peux l'appeler comme tu veux. Hein. Il y a un grand maître, et avec plein d'esclaves. Mais le système, c'est le même, en fait. C'est-à-dire que ce que ça coûtait au maître de loger son esclave, de l'habiller, de le nourrir, de prendre charge de ses enfants, sa famille, etc., tu fais une évaluation globale, à l'équivalent d'aujourd'hui, c'est à peu près 2000 euros, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, genre, et en gros, tiens, bah voilà, maintenant, mais tu vas te débrouiller tout seul, tu m'allèges de ce poids-là, par contre, tu continues de venir travailler. C'est ça, en fait, en réalité. Et le vrai, on va dire, l'argument est de dire, mais attention, enfin, le contre-argument, pardon, serait de dire, mais l'esclave n'était pas libre de partir, alors que l'ouvrier... Avec un loyer... Ouais, bah exactement. Sur 20 ans, 25 ans, un crédit. Exactement. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, l'ouvrier, il n'est pas libre non plus. Et en fait, c'est ça. Le salarié, et comme tu l'as dit, comme il a un loyer sur le dos ou un crédit sur 25 ans, bah, il est tenu. Et en fait, c'est là la métaphore que je donne dans ce livre. Bon, là, je spoil, hein, mais c'est que les chaînes de l'esclave, les chaînes d'aujourd'hui, c'est le loyer ou le crédit. C'est ça, en fait. Il est tenu par ces chaînes invisibles. Mais dans le fond, c'est la même chose. Il est tenu par les finances. Très bien. Moi, je voulais juste, si on peut faire un petit zoom sur comment se loger de nos jours et les solutions que tu apportes dans une petite ville comme la nôtre, Villeneuve-la-Garenne, dont tu habites. Comment faire pour que déjà les loyers restent stables, ne montent pas, et que même on envisage l'accession à la propriété pour nous, petits peuples. Parce que c'est la voix du peuple. Hein. Nous, petits peuples, comment on peut imaginer ça? Est-ce que c'est à nous de travailler pour, ou bien les politiques ont peut-être leur part dans cette affaire-là? Bah, tu poses la bonne question. Moi, dans le livre, en fait, je parle du changement possible à deux niveaux. Niveau macro et niveau micro. Bah, effectivement, en fait c'est l'un ne va pas sans l'autre, tu vois. Il faut une prise de mesures politiques au niveau macro, tu vois, et au moins au niveau local, tu vois. Et il y a beaucoup de choses à faire au niveau micro, tu vois. Le niveau micro, en fait, le simple fait de réaliser déjà, c'est pour ça aussi que j'écris ce livre, c'est déjà ouvrir les yeux, la conscience sur la chose. Déjà, c'est une première étape. Tu sais, comme on dit, en médecine, la première étape de guérison d'une maladie, c'est le diagnostic. D'accord. Tu vois, tant que tu n'as pas été diagnostiqué, tu ne pourras pas guérir. Donc déjà, nous, on est au stade du diagnostic. Tu vois, ça, c'est au niveau micro. Maintenant, au niveau macro, il y a beaucoup de choses à faire, tu vois. Par exemple, l'exemple que tu m'as cité tout à l'heure, et qui se fait déjà dans plusieurs villes en Allemagne, etc., j'en parle dans le livre, ça peut se faire, tu vois ce que je veux dire, genre, mais... Tu peux l'expliquer. Ouais. Bah, c'est très simple, en fait, tu as des villes qui ont décidé de... Au moment où ils donnent comment on appelle ça, un droit de construction, permis de construction, pardon. Alors, je reprends de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que les permis de construction dans les villes sont donnés par les maires. Donc, ça fait partie du pouvoir d'un maire de décider qui est énorme, à qui je vais donner le droit de construire dans tel secteur. En général, les permis de construction sont donnés à des promoteurs immobiliers qui sont énormes. Vous connaissez les grands noms, etc. Voilà, exactement. Et si vous voulez, bah, en échange, ils doivent respecter un certain nombre de principes, de normes, etc., qui sont dans le cahier des charges des mairies pour cette zone-là. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, il y a certaines villes, pas encore en France, mais en Allemagne, qui ont intégré dans ces principes-là le fait, par exemple, de limiter le prix du mètre carré. Ouais, c'est-à-dire que dès le début, le promoteur immobilier intègre dans son
business model que ce qu'il va construire, en fait, ça ne dépassera jamais un certain plafond de prix du mètre carré. D'accord. Et en général, c'est un prix qui est évalué de sorte à rester cohérent avec le besoin local. Donc il le sait déjà. Donc ça veut dire qu'il va adapter tout son business model autour de cette de cette interdiction, mais de cette contrainte-là. On peut l'appeler une contrainte. Son point de vue, c'est une contrainte. Ça se fait dans plusieurs villes, en Allemagne notamment et en Suède. Et en fait, le résultat est très simple. Ça permet à plein de gens de continuer de se loger à des prix corrects. Parce que si vous voulez, en fait, pourquoi est-ce que tout est devenu aussi cher? Je vais le résumer parce que dans le livre, on rentre dans le détail, mais c'est un peu comme si je vous demandais l'œuf ou la poule qui a commencé. C'est tout un système. Le crédit a permis d'augmenter ce qu'on appelle la demande. Vous connaissez, en gros, c'est simple. Offre-demande, plus il y a de demandes, plus le prix augmente. La base de l'économie. Plus on va donner de crédit, plus il y aura de demandes. D'accord? Donc, plus il y a de demandes, plus le prix augmente. D'accord? Plus le prix augmente, moins on peut payer. Et donc, plus on a besoin d'avoir accès au crédit pour pouvoir payer parce que c'est devenu trop cher. Mais plus on prend de crédit, plus le prix augmente encore, et ainsi de suite. Et changer un type de population. Bah exactement. Bah oui, naturellement. Voilà, la gentrification, en fait, naturellement. Bah, étant donné que le prix augmente, bah t'as des gens, ils pourront tout simplement plus payer. Tu vois? Ils devront partir beaucoup plus loin. Exactement. Et ceux qui pourront payer, bah ils viendront. Et en fait, ça va continuer d'augmenter en permanence. Et si vous voulez, le système est construit comme ça. Maintenant, si au niveau de la ville, on décide, on dit, non, on va plafonner, ça va être comme ça, en fait, ça, c'est un levier possible dans lequel on se dit, écoutez, ça ne dépassera pas ce prix-là, dès le début, etc. On plafonne. Et ensuite, ça règle beaucoup de choses, tout simplement, parce que ceux qui ne pouvaient pas payer à ce prix-là, enfin au prix du marché, pardon, à ce prix-là peuvent maintenant payer. Donc déjà, ça apaise beaucoup de monde. Vous voyez ce que je veux dire? Les loyers, pourquoi est-ce que les loyers augmentent? Tout simplement parce que les gens qui ont acheté à des prix élevés, ils veulent rentabiliser. Bah oui, parce que chaque mois, ils remboursent leur crédit un certain montant. Donc ils montent le prix du loyer pour pouvoir payer ce montant-là. Mais si le prix du crédit qui est remboursé par le proprio est inférieur, il n'y a pas besoin de monter autant. Donc ça baisse le prix des loyers également. Enfin, vous voyez, c'est tout un mécanisme, en fait, tout est lié. Soit on est dans un cercle vicieux, et c'est le cas actuel, soit on peut le transformer en cercle vertueux. Voilà, et ça, bon, dans le livre, on l'explique mieux, on rentre dans le détail de la chose. C'est clair. En tout cas, je l'ai lu, je l'ai relu. Merci beaucoup, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet réellement d'ouvrir des perspectives aussi, des possibilités, des solutions. C'est ça qui est bien aussi dans ton livre, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Et moi, je veux plus parler de la communauté face à l'achat. Tu parlais de la possibilité de construire ensemble, de vivre ensemble, le vrai vivre ensemble, pas l'entre-soi, mais vraiment de plus faire appel à un syndic, de faire par nous-mêmes. Est-ce que tu peux apporter quelques détails? Quand tu dis la communauté, tu parles de quelle communauté? Comme ça, je cible bien. D'investissement. D'accord. Pas de communauté voilà, pas culturelle. Ouais. Non. C'est d'avoir 10-15 personnes qui ont la même idée, qui ont l'envie de se loger correctement, à pas des prix de concurrence, mais un prix correct. Et de cette idée-là, on va construire un immeuble, on va construire quelque chose qui va contenter tout le monde, tous les partis. Ça a été fait, hein. Ça commence déjà dans plusieurs régions de France. En Ile-de-France, non? Pas encore. En tout cas, j'ai pas repéré de projet. C'est trop cher, en fait. C'est pour ça. Mais les gens en région, il y a déjà plusieurs projets qui sont faits comme ça. Et en fait, si tu veux, ce qu'on constate, si tu veux, globalement, c'est que ça marche. C'est que à partir du moment où tu ne fais pas entrer d'intervenants extérieurs, quand je dis intervenants extérieurs, c'est qui? Le financeur, donc la banque. J'allais te dire, celui qui... En fait, je parle de l'État pour aller droit au but. L'État, mais au niveau local, on va dire la mairie ou autre, etc. À partir du moment où les gens se débrouillent entre eux, bien entendu, dans le respect des lois, hein, bien entendu, en fait, on se rend compte que non seulement ils y arrivent, ils font du bon travail, les prix restent corrects, et tout le monde est heureux, en fait. Et surtout que c'est possible. Si tu veux, on nous a un peu... C'est pour ça que je dis que l'idée, c'est que ça commence au niveau mindset. On nous a un peu mis dans la tête que sans intervention extérieure,
par exemple, d'une banque pour le financement, c'est impossible d'acheter. Bah non, en fait. En fait, c'est devenu impossible d'acheter dans certains endroits parce qu'on a trop eu recours à ça qui fait que ça a augmenté le prix, etc. Mais il y a des endroits où c'est encore accessible, tu vois. D'une part, donc on nous a aussi mis dans la tête que sans intervention des pouvoirs publics, bah, il y a plein de choses que tu peux pas faire. En fait, si. Tu peux faire beaucoup de choses, tu vois. Maintenant, le plus dur, et là, je te donne un avis vraiment personnel, pour moi, c'est... l'humain, c'est compliqué. Tu vois, en fait, si tu veux trouver une cohésion dans un projet humain, bah, faut trouver un truc qui nous lie avant tout, qui est supérieur à juste notre intérêt économique, qui est de payer moins cher ou autre. Voilà. Et c'est là où je pense qu'il faut se réunir en communauté, mais avec un autre intérêt. Par exemple, s'il y a un lien familial, s'il y a un lien, voilà, tout autre, bah, je pense que c'est là où les projets marchent plus. D'accord. C'est une toute autre mentalité. Aujourd'hui, comment dire, on monte des barrières. Mhm. Tu sais, les cités deviennent des résidences. Les pavillons, eh ben, on fait monter la haie de 2-3 mètres pour pas que le voisin. Ouais, bah oui. ait C'est la un vrai vue sur sujet, le ça aussi. jardin. Hein. Ouais. Les jardins partagés, on oublie. Mhm. Les jeux, on les a barricadés. Mhm. Ils sont réservés aux habitants du secteur. Bref, C'est intéressant, hein, ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Donc, le collectif, il passe derrière, quoi. Bah ça, regarde, ça pour moi c'est plus large. Ça vient vraiment, si on veut remonter à la source, bah, juste du mode de fonctionnement du capitalisme en fait. Exactement. C'est comme ça. Le capitalisme ramène fatalement vers de l'individualisme. C'est comme ça en fait, tout simplement parce que la base du capitalisme, pour la comprendre, reprenez la citation d'Adam Smith qui parle du boucher, du boulanger, enfin je sais plus comment, voilà. Et il dit, pour faire simple, dans le sens, on va pas attendre du boucher, du boulanger et ainsi de suite qu'ils fassent les choses par bonne volonté ou parce que pour faire le bien. On va attendre de leur part qu'ils fassent du bon travail parce que ils ont avant tout en eux la recherche de leur profit et de leur intérêt personnel. Ouais. Et comme ils cherchent leur intérêt, bah, ils vont faire du bon travail pour gagner de l'argent. Ça, c'est la base de la pensée capitaliste, tu vois. Donc ça veut dire quoi ? C'est fondé sur l'égoïsme, c'est fondé sur l'individualisme, c'est fondé sur l'intérêt personnel. Donc à partir de là, fatalement, ça t'amène à ça, tu vois. Parfait, Sam. Donc, je vais conclure avec une dernière question. Donc, aujourd'hui, quels sont tes projets, tes ambitions par la suite ? Bah, là, mon tout nouveau projet, je me suis lancé sur TikTok, tu vois. Ouais, j'ai vu ça, je te suis. Ouais, ça fait un moment qu'on me le dit, on me dit, allez, il faut faire ta chaîne, il faut le lancer, tout passe par là maintenant. Tu connais tous ces, voilà, toutes ces phrases-là un peu générales. Bah, je l'ai fait. Je me suis lancé sur TikTok et Instagram. Et honnêtement, au début, c'était trop dur. J'ai créé ma chaîne, mais j'ai rien posté pendant 4 mois ou 6 mois. Voilà, j'arrivais pas à franchir le pas. Je réfléchissais à faire bien. Et à la fin, je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fous. Je vais parler comme je suis. Je vais faire aucun effort. Je vais être moi-même, en fait, tu vois. Et en fait, ça a accroché. J'ai fait quelques vidéos, 2, 3. Et je vois que ça monte. Je m'attendais pas à ce que les gens ils apprécient autant de m'écouter parler, tu vois. Ah, mais t'es en réaction avec l'actualité. Ouais, c'est mon ressenti du moment en fait. C'est pas du politiquement correct. Ouais, aussi. Ça sort un petit peu aussi. Après, c'est des courtes vidéos d'une minute, donc ça laisse beaucoup. Ça ouvre une réflexion aussi. Voilà, ouais. ça ouvre c'est ça. t'ouvres des fenêtres d'Overton. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc, et Sam le professeur sur TikTok. C'est ça. Sam le professeur. Donc là, on est en train de développer ça. On verra ce que ça va donner. Et sur ta conférence. Oui. Je sais que tu veux monter une sorte de conférence. C'est ça. Alors moi, de base, donc j'ai enseigné pendant des années. J'ai fait des masterclass. J'en ai fait en France et dans d'autres pays. Donc moi, mon truc, c'est la scène, entre guillemets. Ouais. Pour moi, un cours, c'est une scène. Ouais. Tu vois, genre une classe, une conférence, c'est une scène. Donc, je suis meilleur pour parler devant des gens que devant une caméra. Moi, mon effort, ça a été de parler devant la caméra. Moi, c'est pas je le fais pas naturellement. Mais c'est un moyen. Donc maintenant, je me suis dit, les gens, il se trouve que ils aiment bien m'écouter parler. Ma vision, elle impacte, elle touche beaucoup de monde. Je me suis dit, on va aller plus loin. On va se rencontrer parce que le format d'1 minute TikTok, il est frustrant. Je peux pas tout dire, tu vois, je dois être hyper synthétique, tu vois ce que je veux dire, je dois me couper, etc. Ne pas développer. Voilà, je peux pas trop être dans la nuance, alors que la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Et donc, je me suis dit,
Vas-y, ça va être le moyen, vu que ça attire beaucoup de monde, bah, je vais vous proposer de venir me rencontrer pour de vrai. Je reçois plein de questions. Au lieu de me poser toutes vos questions, venez, on se voit pour de vrai. Voilà, conférence, j'hésite à la tourner un peu en mode entre la conférence et le spectacle stand-up, tu vois, pour que ça soit un peu détente et sympa. Ça va pas être de la rigolade non plus, que de la rigolade, parce que c'est pas mon métier. Mais ça va pas être une conférence chiante, tu vois, c'est ça, je veux pas que ça soit chiant. Donc voilà, ça va être un peu un truc entre les deux. Et l'idée, c'est que on va aborder les règles cachées de la vie, quoi. En fait, les trucs qu'on te dit pas. Tu vois, tout ce que... Là, on en a eu un exemple, tu vois. Des trucs que tu vas apprendre dans la douleur ou devant. Viens, on vient et on va en parler. On va te le décortiquer, on va te dire tout ce qu'on te dit. Exactement. Voilà. Et l'idée à travers ça, c'est... Je vous partage un peu tout ça sur plein de sujets. On va parler, bien entendu, entreprise, travail, business, développement personnel, relations humaines, mariage, le couple. Oh là là, il y a trop à dire. Il y a très vaste sujet, mais bien sûr, très vaste sujet. Donc voilà. Et en même temps, question-réponse sera l'occasion d'échanger. Et aussi, on m'a suggéré une idée. On m'a dit, on peut peut-être faire à la fin une sorte de rencontre networking. Tu vois. Je me suis dit, peut-être ça peut être sympa. Parce qu'il y a plein de très bons profils, de gens, on pense un peu tous pareil. Bah, les gens qui pensent comme nous, bah, on se rend compte et on fait connaissance et on crée un petit réseau. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Bah, j'ai hâte que tu construises ça. Ah, tu seras le bienvenu, hein, tu seras de la partie, j'espère. Je serai au premier rang. En tout cas, merci Sam. Tu nous rappelles une chose essentielle, c'est que quand on veut, on peut, malgré tant d'obstacles qu'on peut nous poser, qu'on peut nous mettre. En tout cas, il faut juste avoir une certaine vision et une certaine motivation. Donc, merci à toi. J'espère que ça a été pour toi un podcast. Super moment. Voilà, franchement, super j'ai beaucoup apprécié votre accueil, le moment. C'est un moment de plaisir. Je te remercie. On aura pour projet aussi d'élargir un peu. Hein. C'est-à-dire tous ceux qu'on a reçus un petit peu avec des profils atypiques, de se rencontrer tous ensemble et d'essayer de faire un truc en commun. Avec grand plaisir. Je serai au premier rang également. On a différents profils dans notre communauté, on va dire, hein, au sein de la ville. Tu as un habitant de Villeneuve. Et ton analyse sur l'économie, sur la dictature du loyer, il y a à peaufiner. Il y a vraiment un boulevard qui peut s'ouvrir sur cette thématique. En tout cas, merci à toi, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à cliquer, à partager et à suivre Issam sur TikTok. Donc c'est Issam le professeur et sur Insta notamment. Donc merci à toi. Merci à toi Rachid, c'est très sympa.